Bien, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce débat sur les applications de traçage numérique. Donc, un débat dont on parle déjà beaucoup ici au Québec, mais pas seulement. C'est vraiment partout ou presque dans le monde que ça fait l'actualité. Donc, bienvenue pour cette autre session dans le royaume du pixel, du malaise et donc des nez filmés en contre-plongée. Et j'ai appelé Zoom, bien entendu. Mon nom est Mathieu Dugal, animateur de l'émission Moteur de recherche sur ici Radio-Canada Première. Je suis très, très honoré d'être ici pour discuter de ces questions-là avec vous. Débat d'actualité pour l'Institut du Nouveau Monde, INM. Bon, on le sait, c'est un débat qui est très présent. On en parle parce que il y a évidemment cette application COVID qui a fait l'actualité, mais il y en a plusieurs autres sur lesquelles des gens travaillent ici au Canada, notamment celle de Shopify. Avant d'aller plus loin, je rappelle que l'INM est une organisation indépendante, non partisane, qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique. Et donc, ça s'inscrit parfaitement dans la mission de l'INM, ce débat-là. Une technologie qui pose des questions, évidemment, en santé publique. Est-ce que ça va être utile pour la santé publique, l'utilisation des données que ces applications-là, parce qu'il y en a plusieurs, elles fonctionnent sous différentes architectures. Donc, quelle utilisation des données on fait? Comment on va les encadrer, ces applications-là? Est-ce que nos lois sont adaptées au déploiement de ces applications? Donc, on ne va pas résoudre cette question-là au cours de la prochaine heure et demie, trois quarts, mais on va réfléchir avec des gens vraiment qui font partie des grands spécialistes de ces questions-là, autant dans l'impact social, dans l'éthique de ces technologies-là, que de la manière dont on les crée. Et donc, pour discuter avec nous aujourd'hui, on va compter Yoshua Bengio, qui est directeur scientifique de l'Institut québécois d'intelligence artificielle. C'est un des plus grands scientifiques en intelligence artificielle dans le monde. Il est professeur au département d'informatique et de recherche opérationnelle de l'Université de Montréal depuis 1993. Il est fondateur et directeur, entre autres choses, de MILA, qui est l'Institut québécois d'intelligence artificielle. On a également Karine Gentelet, qui est professeure au département des sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais. Ses champs de recherche, notamment, et ses publications portent sur la reconnaissance des droits des peuples autochtones, l'usage des technologies numériques et de l'intelligence artificielle au service de la justice sociale. Et ça, c'est vraiment très, 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 entre autres choses, là, et je vous avertis tout de suite, je vais résumer grandement les titres de nos invités parce que ça prendrait probablement l'heure au complet, simplement, pour y aller dans le détail. Il y a également avec nous Jocelyn McClure, qui est professeur titulaire de philosophie à l'Université Laval. Il est aussi président de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie du Québec depuis 2017. Il est aussi essayiste. On lui doit notamment l'essai Retrouver la raison qui a été publié chez Québec Amérique en 2016. On a également Marie-Pascale Paumé, qui est médecin de santé publique, professeur titulaire au département de gestion, évaluation et politique de santé de l'ESPUM. Elle est chercheure régulière au centre de recherche du CHUM. Donc, Marie-Pascale Paumé qui va ouvrir notre discussion tout à l'heure. Avant de commencer, on propose à ceux, donc vous qui nous suivez en direct, de répondre à la question qui va s'afficher sur votre écran. Est-ce que vous voulez autoriser les applications de traçage numérique? Est-ce que vous voudriez, par exemple, autoriser les applications de traçage numérique dans le cadre de cette lutte, oui, contre la COVID? Donc, on vous invite à répondre à cette question. Pendant ce temps, je vais vous expliquer un peu la manière dont le débat va se dérouler en cette heure du midi. Donc, il y a Marie-Pascale Paumé qui va, dans un premier temps, nous présenter des avantages et obstacles perçus de ces applications d'un point de vue de santé publique. Et après ça, on va ouvrir le débat
avec nos invités jusqu'à 13 heures. À 13 heures, je vais poser vos questions. Donc, je vous invite à poser donc, ces questions-là dans les boîtes de discussion qui sont prévues à cet effet. Et pour les gens qui auraient des demandes médias, je vous invite à aller dans la boîte conversation, faire une demande à Mathieu Arsenault. Et donc, je vous encourage bien évidemment, je le rappelle parce que c'est quand même important, on est à l'ère de Twitter, il faut être bref et direct, il faut attaquer les idées si jamais c'est le cas et non les personnes. Donc, vous ne pouvez pas divulguer des informations personnelles concernant des personnes qui prennent part à ce débat-là. Et bien évidemment, pas de propos agressifs, pas de propos insultants. Doit-on, encore une fois, le rappeler. Et donc, sans plus tarder, parce qu'on a vraiment un horaire quand même assez chargé, je remercie dans un premier temps nos invités qui ont des emplois du temps quand même assez chargés ces jours-ci, d'avoir pris le temps de prendre 7 heures et quelques pour venir discuter de ces enjeux qui sont quand même très, très importants. Ce ne sera pas la première, ce ne sera pas la dernière fois dont qu'on va en parler de ces questions-là. Bref, il n'y a jamais de bon moment, mais en tout cas, la pandémie nous aura au moins permis de mettre sur le devant de la scène des questions d'éthique, notamment dans le cas de certaines applications en regard avec des applications d'intelligence artificielle. Ça avait été jusqu'à maintenant assez théorique dans nos débats d'actualité. Bien là, en tout cas, on a un beau cas d'espèce pour pouvoir parler de cette éthique, notamment de l'intelligence artificielle. Alors, sans plus tarder, je laisse les mots d'ouverture de ce débat à Marie-Pascale Pomé. Marie-Pascale, à vous. Eh bien, merci beaucoup Mathieu pour cette belle présentation. Pour débuter, donc, nous allons revenir un peu sur les enjeux en lien avec la Covid-19 vus par les yeux de la santé publique et comment on peut éventuellement se préparer à ce qu'on est en train d'appeler la deuxième vague. Donc rapidement, je veux juste dire que je n'ai pas d'intérêt financier de tout ordre dans aucune société commerciale. Donc, comme vous l'avez toutes et tous entendu ces derniers mois, nous avons vécu vraiment une situation tout à fait particulière avec le Québec qui s'est beaucoup distancé des autres provinces canadiennes, avec évidemment un nombre de cas confirmés et un nombre de décès qui est vraiment supérieur aux autres provinces. Et lorsque l'on regarde aussi plus particulièrement ce qui s'est passé au Québec, on voit pour 100 000 habitants que ce sont surtout les régions donc, de Montréal, avec Laval et la ceinture tout autour de Montréal qui a été impactée, les autres régions étant restées relativement quand même en dehors de cette pandémie. Donc, pourquoi on parle de deuxième vague? Deuxième vague parce qu'une fois qu'on a vécu, comme on voit un peu comme la courbe de Gauss, là, une grande augmentation du nombre de cas, ça commence à diminuer et on a un peu peur que de nouveaux cas réapparaissent. Ça peut aussi se faire lorsqu'on a un plateau qui devient un peu stable et puis progressivement, on ne sait pas très bien si on va aller vers la descente ou si on va aller vers la montée. Donc, ça nécessite de rester excessivement prudent. C'est un peu la situation dans laquelle on est actuellement au Québec. Et ce qu'on est en train de voir au niveau international, c'est que probablement en Chine et en Iran, on serait en train de vivre cette fameuse deuxième vague, mais les informations ne sont pas encore suffisamment précises pour être capable de pouvoir vraiment dire qu'on peut appeler ça ainsi. Hier, le docteur Karl Weiss faisait une présentation et il expliquait qu'effectivement, il fallait quand même se préparer à la rentrée au mois d'octobre vers une possibilité d'augmentation des cas. Qu'est-ce qu'on a comme outil actuellement pour pouvoir faire face à cette deuxième vague? Bien sûr, on a ce qu'on appelle tout ce qui est mesures barrières, la distanciation physique, l'isolement, le port de masque, l'hygiène des mains, la quarantaine. On a aussi évidemment la possibilité de faire des grandes campagnes de dépistage pour être sûr de pouvoir suivre les cas et que ça puisse être robuste et accessible.
Au niveau international, il y a un grand mouvement sur la vaccination. Il y a vraiment, c'est assez spectaculaire ce qui se passe, puisque normalement, un vaccin, ça se développe entre 7 et 10 ans. Et on est plutôt dans un 7 mois, 10 mois. Donc, au niveau de l'Europe, les choses avancent ou probablement devrait avoir quelque chose en automne, mais ce n'est pas complètement confirmé, mais ça serait pour le marché européen. Et les États-Unis donc, sont aussi dans cette course pour essayer d'arriver le plus tôt possible. On a aussi ce qu'on appelle l'immunité populationnelle. Donc ça part de ce que l'on appelle le taux de reproduction. Le taux de reproduction, c'est quand une personne est malade, combien de personnes elle va infecter. Donc, si on a un taux de reproduction de 3, il faut quand même que 67% de la population ait une sérologie positive, donc ait rencontré le virus. Quand on est à 4, c'est 75% de la population. Et comme vous pouvez le voir ici, on est à 2,9% actuellement au Québec, donc ce n'est pas vraiment le moyen qu'on pourra utiliser pour limiter la deuxième vague. Une autre façon, évidemment, c'est tout ce qui concerne la surveillance épidémiologique pour établir donc un système de suivi des cas qui soit efficace. Jusqu'à présent, on l'a fait beaucoup de façon manuelle, c'est-à-dire que quand une personne est malade, on va retracer tous les cas manuellement. On peut aussi utiliser des logiciels qui vont permettre aussi d'un plus grand partage des données avec l'ensemble des personnes qui sont en charge de faire ce traçage. Et puis, depuis quelque temps, donc, on parle des applications mobiles de traçage, puisque ça permet effectivement aussi de compléter ce qui se passe. Donc, pourquoi on s'intéresse au traçage numérique ? D'abord, comme je le disais, on a une absence de traitement et de vaccin. Donc, on a aussi des personnes asymptomatiques qui peuvent être contagieuses. Ça, c'est une particularité du SRAS-CoV-2. Il y a toujours des risques d'éclosion en période de déconfinement. On a une capacité aussi limitée en ressources humaines pour être capable d'assurer ce fameux suivi manuel. Et on mise sur la solidarité entre les personnes qui ont donc le diagnostic et la possibilité, évidemment, d'avoir accès à des tests facilement. Donc, des outils comme ces traçages numériques ont été amenés pour monitorer le déconfinement, éviter une deuxième vague et sortir de la crise. Toutefois, que recommande l'OMS? L'OMS, d'abord, recommande plutôt les méthodes conventionnelles, donc les deux premières dont je vous ai parlé, et parle des technologies à grande échelle, comme ils l'ont utilisé pour le virus de l'Ebola, seulement comme des mesures complémentaires. Elles permettent surtout d'augmenter et d'optimiser le traçage et non pas de se substituer. Ce que dit l'OMS aussi, c'est l'importance d'avoir vraiment des applications qui soient accessibles, qui respectent la confidentialité, qui soient sécuritaires et aussi réalisées de façon transparente. L'OMS aussi est plutôt pour une base volontaire et finalement met en évidence que nous avons encore besoin de données pour vraiment bien vérifier l'efficacité et les seuils requis pour une implantation à grande échelle. Nous avons aussi l'ECDC, qui est l'European Commission Disease and Prevention Control, qui aussi recommande les méthodes de traçage. Par contre, il rajoute aussi l'importance d'inclure la santé publique dans la discussion, puisque seule la santé publique devrait être capable de pouvoir évaluer l'efficacité et la sécurité de ces applications mobiles, en concertation aussi avec la population. Les applications mobiles ne devraient que compléter les méthodes dites conventionnelles, et ils ont tendance à vouloir vraiment privilégier l'utilisation du Bluetooth en disant que les données de géolocalisation ne sont ni nécessaires ni recommandées dans l'analyse et le traçage des cas. Donc, l'ECDC nous met en garde sur un certain nombre de limitations des applications mobiles. Tout d'abord, en mettant en évidence que les populations les plus vulnérables ou aussi les aînés n'ont pas forcément un accès facile au téléphone intelligent, qu'il y a aussi une méfiance importante du public dans l'utilisation de ces données, qu'il y a aussi la nécessité de garder son téléphone sur soi et d'être allumé en tout temps dans la grande majorité des cas, qu'il y a un problème aussi d'interopérabilité avec des téléphones un peu plus anciens et qu'on a toujours ce fameux risque de faux positifs ou de faux négatifs. Et ce qu'il propose comme facteur à considérer, c'est vraiment de faire en sorte que la confirmation des diagnostics provienne bien de la santé publique, qu'il y ait une disponibilité suffisante à des tests grandeur nature pour l'ensemble de la population, et en particulier celle à risque, d'avoir aussi des seuils donc, de proximité et de temps qui soient bien déterminés pour bien évaluer le risque des personnes contacts, et finalement de bien garantir l'anonymat des individus qui participent à ce type de suivi. On a au niveau international déjà des applications qui sont utilisées. Donc, je vous en présente 3 ici. La première, donc en France, s'appelle Stop Covid. C'est un consortium qui a mis en place, sous la responsabilité du gouvernement français, cette application. Le traçage se fait par Bluetooth avec une basse consommation et n'utilise pas les outils de Apple et de Google.
En Corée du Sud, on est vraiment dans quelque chose de totalement différent. C'est aussi le gouvernement qui a mis en place ce type d'outils, l'a rendu obligatoire, utilise vraiment des données provenant de beaucoup de sources, même de cartes de crédit, géolocalisation et même caméras de surveillance. Les personnes sont donc alertées par des SMS s'ils sont en contact avec d'autres personnes qui ont été infectées. Et il y a un grand réseau aussi de réalisation de tests. Et finalement, le troisième exemple, c'est Singapour, qui a un Trace Together, qui est soi-disant sur le mode volontariat, qui utilise le Bluetooth, qui permet aussi donc à la fois d'être très proche de là où les gens vivent, mais avec une centralisation quand même des données. Et à ça s'ajoute le Safe Entry qui permet avec un code QR de savoir quel est votre statut par rapport au virus et vous donne accès ou pas à certaines zones. Actuellement, on pense qu'il y a à peu près 25% de la population qui l'utilise. Au Canada, donc, comme le disait Mathieu en introduction, on a déjà des initiatives qui sont en cours et même certaines qui ont été mises en place, comme AB Trace Together, qui a été déployé en Alberta depuis le 1er mai, qui utilise donc le Bluetooth, qui finalement n'est utilisé que par 2% de la population totale de l'Alberta pour l'instant, et demande quand même que le téléphone soit ouvert en tout temps. On a Covishield qui a été donc développé par Shopify, comme le disait aussi Mathieu, qui utilise aussi le Bluetooth, fait l'usage d'outils proposés par Apple et Google et a une approche centralisée de l'exploitation des données anonymisées. Pour Covid, évidemment, je ne suis pas la meilleure pour en parler. Là, je vais laisser évidemment professeur Benjo en préciser, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un outil qui va un peu plus loin que ce que l'on a l'habitude de voir, qui n'utilise pas non plus les outils Apple et Google, qui entraîne un effacement des données à partir d'un certain nombre de jours, mais surtout, sa grande spécificité, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle et d'essayer de bâtir aussi des modèles épidémiologiques et aider à mieux comprendre donc la maladie. Et aussi vient s'adjoindre des conseils en santé publique. Finalement, les enjeux en lien avec le traçage numérique, eh bien, quand on regarde un peu au niveau international, on a encore évidemment très peu d'études en lien avec l'utilisation de ces technologies, permettant vraiment d'évaluer quelles sont les meilleures modalités de suivi. Il y a aussi très peu d'études sur les motivations des personnes à participer. Les premières expérimentations qu'on voit, là, c'est que le maximum qu'on a pu atteindre jusqu'à présent, c'est l'Islande avec 38% de la population. Mais au niveau européen, on reste quand même dans des chiffres très, très, très faibles, dans les 2-3% de la population. La législation est souvent insuffisante aussi quant aux sanctions ou permissions portant sur le traçage digital. Il y a un article récent qui est passé au Québec là-dessus. On a aussi très peu, voire aucune participation citoyenne dans le développement de ces applications. Or, quand on sait quand même l'enjeu que ça a sur notre vie de tous les jours, c'est quand même important que les personnes soient impliquées. Il faut vraiment s'assurer qu'on ait aussi une infrastructure pour être capable de pouvoir tester les personnes, parce que si on ne l'a pas, on ne peut pas remplir les données. Et finalement, quelque chose qui va nous intéresser plus particulièrement maintenant, ce sont tous les enjeux éthiques qui sont soulevés, et ça, dans n'importe quel contexte, ça a été relevé, que ce soit sur les données personnelles ou la confidentialité. Et puis pour finir ma petite introduction, il y a une volonté au niveau européen d'essayer d'avoir un label des applications. Puis les 6 grandes dimensions qui avaient été proposées, c'est d'essayer de regarder quelles étaient les valeurs d'une application au niveau médical ou au niveau de santé publique, de regarder tous les enjeux éthiques concernant donc le développement de ce type d'outils et bien sûr l'impact au niveau de la vie privée, de regarder aussi le contexte dans lequel ça s'inscrit en termes de conformité juridique et réglementaire, tout ce qui concerne évidemment la sécurité avec l'exploitation possible des données, évidemment, et aussi de suivre dans le temps la valeur d'usage pour voir si effectivement ça répond bien à la question qu'on s'était posée initialement. Voilà, donc voilà cette première introduction. Je vous laisse la parole, Monsieur Dugal, pour la suite. C'était un peu une mise sur la table un peu des grands enjeux. Merci beaucoup, Marie-Pascale. Franchement, très, très bon résumé des enjeux. C'est vraiment très clair et ça nous permet donc de continuer avec donc toutes ces questions énorme que soulève l'arrivée de ces applications-là dans nos vies. Juste avant d'aller plus loin, on devait... bon, parfait, je ne le voyais pas. Il est maintenant parmi nous. Il y a Yoshua Benjo donc, qui s'est joint à nous pendant la présentation de Marie-Pascale Paumé. Et donc, j'aimerais saluer... Non, j'étais là depuis... Ah, vous étiez là, Yoshua, désolé, je ne vous voyais pas dans mes fenêtres. Ça, c'est bon, c'était mon application de visualisation
qui fonctionnait plus ou moins bien. Je voudrais remercier Karine Gentelet, Jocelyn McClure et vous, Yoshua, d'être avec nous pour discuter de ça. On va commencer avec vous, Yoshua, parce que donc, vous avez travaillé avec votre équipe sur cette application Covey. J'aimerais que vous nous expliquiez justement en quoi est-ce qu'elle elle diffère de ce que Shopify, par exemple, a produit, ce sur quoi ils ont travaillé. Comment vous définiriez justement Covey? Je pense d'abord que je veux dire que Marie-Pascale a fait un excellent travail d'explication. Donc, je vais simplement ajouter à ce qu'elle a dit. Je vais d'abord me concentrer sur le point le plus central de la différence entre les applications de traçage digital ordinaire comme celle que Shopify a développée et Covey qui utilise l'intelligence artificielle pour prédire des niveaux de risque. Alors, pour faire ça, je ne vais pas parler d'intelligence artificielle, je vais parler un peu d'utiliser de l'information qui est potentiellement disponible sur les téléphones pour donner un signal aux gens qui leur donnent la possibilité de changer leur comportement. Parce qu'en fait, ce que font déjà les applications de traçage, c'est utiliser un signal il y a une personne qui a eu un test positif ou qui a un diagnostic positif et on va, que ce soit du traçage manuel ou digital, on va utiliser ce bit d'information pour avertir tous les gens qui ont été en contact dans les 2 dernières semaines pour qu'eux changent leur comportement et finalement fassent plus attention, entrent en quarantaine, ça c'est la méthode de base, et donc réduisent le nombre d'infections qu'eux-mêmes pourraient créer. Ça, c'est très bien et Covey utilise évidemment cette information, mais il y a d'autres informations disponibles. La plus importante, c'est quand les gens commencent à avoir des symptômes qui sont associés à la maladie. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ça va arriver plusieurs jours, voire même une semaine avant d'avoir un test positif. Puis, comme disait Marie-Pascale aussi, il faut comprendre qu'une grande partie des infections arrivent par des gens qui ne sont pas encore symptomatiques et qui ne savent pas qu'ils sont en train d'être contagieux. C'est pour ça qu'on demande aux gens de porter un masque ou de faire attention à la distanciation, même si eux-mêmes n'ont pas l'impression d'être malades. Donc, si on peut leur donner de l'information quelques jours plus tôt, même 24 heures plus tôt, 2 jours plus tôt, ça peut changer beaucoup la donne. Alors là, c'est quoi l'information qu'on peut avoir? Mais c'est l'information des symptômes. Donc, les gens, s'ils ont la possibilité d'entrer sur leur téléphone quand il se passe quelque chose avec leurs symptômes, j'ai eu mal à la gorge, mon odorat est bizarre, etc., etc. C'est de l'information qui va nous permettre d'envoyer un signal aux personnes avec qui elles ont passé du temps dans les derniers jours. Et donc, on peut court-circuiter l'envoi de ces informations de risque grâce à ces données supplémentaires qu'autrement, on n'aurait pas utilisées. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'intelligence artificielle? C'est parce que ce n'est pas si simple que oui, non, on a des symptômes. Il y a une douzaine de symptômes possibles. Ça peut être à différents degrés de force. On peut avoir plusieurs contacts avec des personnes. On peut être en contact avec plusieurs personnes. Donc, comment intégrer tous ces morceaux d'information puis prédire la contagiosité d'une personne? Étant donné tout ça, mais c'est là que l'intelligence artificielle intervient. Bon, sinon, comme l'a dit Marie-Pascale, l'autre chose, c'est qu'à partir du moment où on a accès à ces calculs dans le téléphone, on peut faire plein de choses utiles. On peut personnaliser des recommandations. Donc, selon le niveau de risque d'une personne et selon ce que la santé publique de la région propose, on peut envoyer des messages aux personnes appropriées, selon leur âge, selon où ils habitent et selon leur niveau de risque. Deuxièmement, les données qui sont nécessaires à entraîner le prédicteur de risque, ces mêmes données peuvent être utilisées pour raffiner des modèles épidémiologiques qui vont nous permettre, de mieux comprendre la transmission de la maladie, justement, ce dont parlait Marie-Pascale au niveau des distances, du temps. C'est pas oui, non, c'est quoi comment ces facteurs se combinent. Et puis, finalement, des meilleurs modèles épidémiologiques, ça nous permet de mieux prédire le futur pour pouvoir choisir des interventions de la santé publique qui vont mieux fonctionner. Dans la période de déconfinement, c'est particulièrement important parce que on joue un peu avec le feu, là. Puis plutôt que de remettre tout le monde en confinement, si jamais ça commence à mal aller, si on pouvait cibler et être plus sélectif dans ces demandes de faire attention, de mise en quarantaine, on pourrait donner plus de liberté à la plupart des gens et moins à un petit nombre, plutôt que tout le monde reste à la maison.
Voilà. Il faut aussi souligner, je crois que les fameux les sondes de proximité, en fait, le Bluetooth qui permet donc cette fameuse poignée de main de proximité, elle ne fait pas partie de la manière dont votre application fonctionne. Si. Il se rajoute en fait à l'intelligence artificielle, c'est bien ça? C'est-à-dire que ça prend, quelle que soit la manière dont on veut faire les choses, on a besoin de détecter la proximité. Donc, on utilise un système Bluetooth qui a été testé en Angleterre d'ailleurs. Théoriquement, on pourrait utiliser le modèle de Apple Google si ils font certains aménagements à leur interface. Donc, pour l'instant, on ne peut pas le faire, mais on pourrait éventuellement. Mais ce qu'il faut savoir du Bluetooth aussi, puis sur lequel il y a des discussions, c'est le calcul de la distance à partir de deux téléphones qui ont Bluetooth. C'est pas parfait, ça dépend de la sorte de téléphone, etc. Donc, il y a de l'incertitude sur la distance qui est réelle. Mais justement, un des avantages d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut prendre des mesures dont on sait qu'elles sont incertaines et le système va apprendre de manière probabiliste à combiner ces différentes sources d'incertitude de façon la plus rationnelle possible. Ouais. Donc, vous rajoutez des couches à ce qui est l'architecture qui existe là, ailleurs. Parce qu'avec le traçage que j'appelle binaire, qu'on retrouve par exemple dans l'application de Shopify, on doit prendre une décision dure. Si j'ai été tant de minutes à telle distance, pouf, je vais en quarantaine. Oui. Oui, effectivement, là, ça pose énormément de questions, mais justement, c'est des questions auxquelles vous réfléchissez beaucoup. Merci beaucoup, Yoshua Benjo. C'est des questions auxquelles vous réfléchissez beaucoup à la Commission de l'éthique en sciences et technologies, Jocelyn McClure. D'ailleurs, vous vous intéressez à ces questions-là actuellement. Où est rendue votre réflexion quant à la mise en place de ces applications jusqu'ici à la Commission, Jocelyn? Oui, effectivement, quand on a eu vent des différentes propositions d'applications mobiles pour faciliter le traçage, donc rapidement, on a mis sur pied un groupe, un comité de travail spécial qui comprend des gens de la Commission de l'éthique en sciences et technologies, mais aussi en sachant qu'il y a plusieurs champs d'expertise qui sont interpellés. Là, on a aussi donc invité des professionnels, par exemple, de l'INSPQ, l'Institut national de santé publique, de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, l'INES, des collègues de la Commission d'accès à l'information et d'autres experts indépendants. Et là où on en est, bon, présentement, on est en train on a rendu un rapport d'étape le 22 avril, énonçant 5 grandes conditions d'acceptabilité éthique des applications mobiles. Et présentement, donc, on essaie de terminer un rapport plus général et plus étoffé là, sur les enjeux éthiques soulevés par l'utilisation éventuelle de ces applications. On espère pouvoir le publier bientôt. Et c'est un rapport qui, au fond, cherche à prendre un peu de hauteur et qui offre des recommandations et des analyses tant pour les modèles qu'on appelle parfois centralisés et décentralisés, incluant aussi des propositions comme celle de Yoshua et son équipe là, qui ajoutent une dimension de machine learning. Donc, on en est là. Je dirais que peut-être la première étape, là, quand on se demande est-ce qu'on devrait utiliser ce genre d'application, et je pense, ça devrait être banal, mais je pense que d'abord et avant tout, on devrait faire preuve d'une certaine ouverture d'esprit. Est-ce que c'est un outil positif, complémentaire aux autres ou pas? Le débat est tellement polarisé présentement qu'on a l'impression que certains ont déjà décidé a priori si on devrait y recourir ou non. Je pense qu'il faut faire preuve d'une certaine ouverture quant à la possibilité que ce soit un outil positif dans notre arsenal. Mais ça soulève plusieurs questions. Et j'ai dit qu'il fallait éviter à la fois le technosolutionnisme et le catastrophisme en la matière. Et le technosolutionnisme, c'est lorsqu'on pense que des problèmes sociaux et humains complexes, qu'on peut le mieux les régler grâce à des outils technologiques.
Et pour éviter le technosolutionnisme, là, je pense que la première condition, c'est de mettre de l'avant une démarche suivant ce que Marie-Pascale a dit tout à l'heure, une démarche très robuste là, de concertation et de co-construction avec les autorités de santé publique. Parce qu'on a affaire à une crise sanitaire mondiale d'une complexité inouïe, étant donné toute l'incertitude scientifique à propos du nouveau virus et ses modes de propagation, ses effets sur le corps humain, et ainsi de suite. Donc, pour ceux qui veulent élaborer des propositions technologiques, je pense qu'il faut faire preuve d'une certaine humilité épistémique, c'est-à-dire qu'on n'a pas déjà toute la science infuse et se mettre au service, au fond, des autorités compétentes. Et la santé publique, c'est un champ très complexe qui comprend une dimension scientifique, qui comprend plusieurs disciplines universitaires et qui comprend aussi une dimension de politique publique. Il faut décider en contexte d'incertitude. Et un des premiers principes de la bioéthique, c'est d'abord ne pas nuire, s'assurer de ne pas surtaxer ou de créer des nouveaux problèmes pour des autorités de santé publique qui sont déjà débordées présentement. Et ensuite, c'est chercher la bienfaisance, donc chercher à contribuer à la diminution de la propagation du virus. Et il faut garder en tête qu'une application mobile, ce n'est pas qu'une recherche scientifique, c'est ce qu'on appelle un système socio-technique, c'est-à-dire une technologie qui intervient dans un environnement social extrêmement complexe, qui peut avoir toutes sortes d'effets, qui peut changer les comportements des uns et des autres et qui peut avoir des impacts différenciés sur les différents groupes de la population. Donc, dans ce contexte-là, je pense que le principe de prudence s'impose et pour ça, il faut bien se concerter avec les autorités de santé publique qui sont habilitées à prendre des décisions dans un contexte donné. Et une fois que cette étape-là est franchie, après ça, on peut se poser les autres questions, là, et je laisserai mes autres collègues intervenir là-dessus, mais les autres questions sur d'abord, est-ce que c'est fiable ou efficace sur le plan de la performance, et ensuite, est-ce qu'on est capable d'atténuer les risques éthiques, là, les menaces à la vie privée, les risques de discrimination, de stigmatisation ou de non-respect de l'autonomie des personnes, même si on dit que c'est une démarche volontaire. Ensuite, si des employeurs décident de rendre l'usage obligatoire, qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de possibilités? Mais disons, l'atténuation et la comparaison entre les risques éthiques et les bienfaits, les bénéfices, je pense que ça doit arriver dans un deuxième temps, une fois que les autorités compétentes ont dit, oui, ça peut nous servir et voici à quelles conditions. C'est très intéressant que vous le souligniez. Puis souvent, les solutions qui ont l'air miraculeuses, on n'a qu'à penser au passeport sérologique. Quand on commence à gratter un peu, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on ne comprend pas dans la manière dont le virus fonctionne et qui rendent ces solutions-là tout d'un coup peut-être un petit peu moins attrayantes. Et c'est d'ailleurs un peu l'objet, je crois, Karine Gentelet, de votre regard, de votre analyse de l'arrivée de ces applications-là. C'est-à-dire que vous soulevez beaucoup de questions quant aux conséquences possibles de l'effet de ces applications-là sur la question des droits humains. On le sait que dans certains pays, on a déjà relevé des abus. Là, je pense au Bahreïn notamment, où des États qui sont déjà plus ou moins totalitaires se servent de leurs applications pour ajouter une couche d'espionnage à propos de leurs citoyens. Bref, on n'est pas là ici au Québec, au Canada, mais néanmoins, vous dites attention, il y a des lumières jaunes et même des lumières rouges qu'il faudrait voir avant de déployer ces applications-là. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de ces applications-là, Karine Gentelet? En fait, juste préciser, ce n'est pas tant les applications que les usages qui sont faits de ces applications-là déjà. Donc, je pense que c'est ça surtout qu'il faut regarder. Et puis, oui, on parle de pays comme le Bahreïn, on parle de pays comme l'Inde, par exemple, où il y a une mise en œuvre qui est beaucoup plus forcée. Mais il y a des pays, par exemple, comme la Norvège, qui a dû retirer son application de traçage parce qu'elle a prouvé il y avait des brèches dans tout ce qui était la confidentialité des données. Il y a un article qui est sorti ce matin à l'effet que l'application Stop Covid de la France collectait plus de données que ce qui était supposé collecter, notamment avec le Bluetooth où on devait collecter
la fameuse poignée de main, ce n'est que les données de la fameuse poignée de main qui devaient être collectées, alors qu'en fait, ce sont toutes les personnes qu'on a croisées. Donc, il y a des enjeux. Mais en fait, c'était et la raison pour laquelle on avait notamment fait cette sortie, cette lettre ouverte avec ma collègue d'Amnesty, c'était sur tout ce qui est la surveillance que ça peut avoir des populations. Et on le voit, on en parle beaucoup ces temps-ci au Québec avec tout ce qui est les brutalités policières. Mais pour nous, c'est en lien avec ça parce qu'il y a un impact sur le droit au consentement, il y a un impact sur le droit, bien sûr, à la vie privée, on en parle beaucoup, mais surtout à la discrimination. Et la stigmatisation, mon collègue Jocelyn McClure en a parlé, la stigmatisation par rapport à des groupes qui sont déjà marginalisés et qui ont un risque d'être marginalisés encore plus suite à la COVID. Par exemple, on a vu qu'il y avait une recrudescence énorme d'actes racistes et de discrimination envers les personnes issues qui sont d'origine asiatique, parce que le virus a été identifié comme un virus asiatique. Donc ça, c'est tout ce que nous on dit, c'est qu'il faut absolument en parler avant pour être sûr que les atteintes, parce qu'il va y en avoir aux droits non seulement civils et politiques, parce que est-ce qu'on aura le droit de ne pas de dire qu'on n'est pas d'accord de mettre l'application, est-ce qu'on aura le droit de se retirer, donc des droits civils et politiques, mais aussi des droits économiques et sociaux, parce que est-ce que si un employeur, puis je ne sais plus lequel de mes collègues en parlait, mais si un employeur par exemple dit tu prends l'application sinon tu ne rentres pas au travail et que on doit démissionner parce qu'on ne veut pas, est-ce que ça aussi ce sont des éléments Un des éléments aussi que je voudrais attirer votre attention, c'est que, donc on parle beaucoup de vie privée, ça c'est un élément, mais tous les effets discriminatoires souvent sont un petit peu plus exponentiels que ce qu'on anticipait. Donc déjà, du fait de ces applications de contact. Et aussi, l'autre chose, c'est l'écosystème, parce que souvent, l'application de traçage va fonctionner, mais elle va être couplée avec d'autres types de technologies qui vont faire qu'on en arrive à soit renforcer la discrimination, renforcer la stigmatisation, ou alors avoir un enjeu sur la vie privée. Yeshua Bengio, qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que ce sont des aspects auxquels vous avez pensé et des dérives possibles que vous avez tenté de modéliser pour empêcher justement que l'application ne fasse que renforcer des biais qui sont déjà présents dans la population? Tout à fait. Tout à l'heure, j'ai parlé juste de l'aspect médical et santé publique, mais un des éléments centraux de toute notre réflexion depuis quelques mois, c'est justement la question des droits de la personne sous-jacent donc au système socio-technique dont parlait Jocelyn. Donc, il y a d'une part l'enjeu, la peur aussi des gens que ces données soient mal utilisées par les gouvernements. Et ça a justifié le fait d'une espèce de solution intermédiaire où les données qui ont été dépersonnalisées, mais malgré tout pourraient être, disons, faire peur, ne sont pas directement entre les mains des gouvernements, mais seulement une version agrégée de ces données qui est juste ce qui est nécessaire à la santé publique pour ses besoins. Par exemple, une des choses très utiles, c'est que la santé publique puisse utiliser ça pour voir venir des éclosions dans des quartiers avant que les gens se rendent à l'hôpital. Sur la question des droits civiques aussi, donc les gens qui font partie de communautés où il y a peut-être moins de téléphones modernes, parce que ça, c'est aussi un des problèmes, l'accès à ces outils-là. Il faut savoir, par exemple, qu'avec Apple, Google, il faut avoir un téléphone relativement moderne. Si vous avez un téléphone avec une version du système d'exploitation de Apple qui est au-delà d'une certaine date, et c'est quelque chose comme 15% de la population qui souffrirait de ça au Canada, vous ne pourriez pas utiliser l'application. En plus, il y a des personnes âgées et des enfants qui ont généralement moins ou pas du tout de ces outils-là. Il y a le fait qu'on trouve un déploiement, je veux dire, des taux de cas relativement élevés dans les quartiers socio-économiquement défavorisés où justement il y a ces vieux téléphones pas chers. Donc, tout ça, c'est des choses qui nous ont beaucoup interpellés. C'est une des raisons pour lesquelles on a voulu mettre en place une organisation indépendante de Mila, indépendante des partenaires qui ont mis en place l'application, indépendante du gouvernement, avec comme point de départ une personne en qui on se disait que tout le monde aurait confiance, là, la juge Arbour et la juge Otis, qui nommerait le reste du conseil d'administration
en mettant justement une grande place à la société civile, aux personnes qui viennent de ces communautés potentiellement défavorisées, évidemment des experts et des représentants des gouvernements, parce qu'après tout, c'est quand même un exercice démocratique. Pensez-vous… Juste au niveau technologique aussi, on a réfléchi à la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les systèmes prédictifs ne soient pas disons, favorables aux gens dans les quartiers plus riches. Et donc là, il y a des outils pour d'abord mesurer, voir s'il y a des écarts selon les types de population et ensuite faire des corrections au niveau de la manière dont on s'est entraîné pour rebalancer disons, le niveau d'erreur, que ce soit juste. Je lisais récemment dans le Devoir qu'on vous reprochait de ne pas avoir ouvert votre code. Est-ce que ça, c'est une chose à laquelle vous réfléchissez? Est-ce qu'éventuellement, évidemment, vous voudriez ouvrir le code de COVID? Ça fait partie de notre mission puis de notre plan qui a été annoncé, écrit partout. Donc, c'est des fausses accusations. Cet article, ces 2 articles dans le Devoir sont pleins de faussetés et ça, c'en est une. Notre code, évidemment, qu'on veut le rendre public. On a déjà rendu le code accessible à des hackers ou des organisations qui ont l'expérience pour auditer la sécurité du code. Et notre objectif, c'est de le rendre le plus accessible, le rendre open source aussitôt qu'on considère qu'il est dans un état, disons, montrable. Donc, on travaille là-dessus. Donc, tout à fait, ça fait partie de la démarche. Il faut absolument que le code soit disponible avant même qu'il soit déployé. Ouais. Jocelyn McClure, ça soulève énormément de questions, tout ce dont parle Yoshua Bengio, puis on est vraiment au cœur des débats qui ont cours dans le monde de l'intelligence artificielle, de l'éthique de l'intelligence artificielle depuis longtemps. Ce que nous dit là, Yoshua Bengio quant à en fait, le fait que le code sera bientôt ouvert, qu'on veut avoir donc une organisation qui soit indépendante, qui puisse gérer ces données-là, de manière à ne pas les rendre commercialisables, à les rendre anonymisés. Est-ce que vous, à la commission d'éthique, ça vous donne des raisons d'espérer ou vous trouvez pareil qu'il y a encore des choses qui n'ont pas été répondues et qui sont inquiétantes dans la manière dont on déploie actuellement ces applications-là? Oui, c'est une question complexe, hein, et on s'est évidemment penché sur l'application COVID là, développée par Mila, mais aussi sur les autres modèles possibles. Effectivement, le modèle qui est plus largement déployé ailleurs hein, est plus simple, hein, moins ambitieux que celui développé par Yoshua et ses collègues. Et donc, ça vient avec certaines limites. Hein. C'est basé essentiellement sur Bluetooth, sur les signaux envoyés. Et évidemment, il n'y a pas vraiment d'intelligence artificielle hein, dans ces applications, en ce sens que si je me tiens proche d'une personne qui a eu un diagnostic positif, mais qui a un mur entre nous deux, Bluetooth… un plexiglas. Un plexiglas, je ne ouais. sais pas, est-ce que les personnes avaient un masque, est-ce que se sont parlé? Je veux dire, l'application ne comprend rien de ça. Même si on ajoute du machine learning, bon, il n'y a pas une véritable compréhension non plus de la nature de l'interaction, mais on ajoute des données hein, qui permettent d'arriver à des calculs quand même plus riches, peut-être plus révélateurs. Hein. Donc, il y a une potentialité d'une performance hein, évidemment accrue. Mais bon, comme Yoshua le sait aussi, parce qu'on a déjà eu la chance d'en discuter dans d'autres forums, en ajoutant de l'intelligence artificielle, on ajoute aussi hein, les enjeux éthiques hein, qui font partie maintenant du travail hein, de ceux qui font de l'éthique de l'intelligence artificielle. Hein. On ajoute une certaine opacité étant donné qu'on entraîne hein, un algorithme d'apprentissage automatique. Hein, et je ne sais pas quelle serait la profondeur du réseau de neurones artificiels exactement, mais on sait que le problème de la boîte noire, hein, c'est un de ces enjeux. Ouais. On sait que est-ce que les résultats de l'algorithme auquel on arrive, par exemple des recommandations, on sait que ces résultats sont dépendants des données aussi d'entraînement. Et si dans les données, il y a déjà des formes hein, de discrimination, s'il y a des groupes qui sont sous-représentés, mais ça peut affecter aussi la performance. Donc, on se donne les moyens d'avoir un outil
plus sophistiqués, plus performants, mais peut-être plus risqués, qui exigent aussi en plus de données. Et donc là, il y a peut-être une tension avec le principe dont parlait Karine, je pense, de minimisation des données. Hein. Les organismes qui surveillent la protection de la vie privée nous rappellent toujours qu'il faut tenter de collecter le moins de données possible en fonction de la finalité, évidemment. Ouais. Et là, on fait circuler plus de données hein, si on ajoute, je pense, hein, de l'intelligence artificielle. Donc, c'est ça. On a le potentiel d'un outil plus performant, mais qui ajoute peut-être aussi d'autres risques hein, qu'ont pas les applications plus modestes. Avant d'aller à vous, Karine Gentelet, juste rapidement, Yoshua Bengio, dans le cas de vos données, si je ne m'abuse, ces données-là sont bien centralisées quelque part. Là. Donc, alors, c'est intéressant. En fait, le modèle de Covey est hybride. Donc, il y a deux genres de circulation d'informations. Il y a la circulation d'informations entre les téléphones au niveau des niveaux de risque. Ça, c'est l'équivalent du signal avec Apple Google qui dit une personne qui a été infectée et puis vous devez faire attention. C'est juste que là, au lieu d'être 0,1, ça va être quelque chose entre 0 et 1. Ça, c'est décentralisé. C'est le même modèle que toutes les approches décentralisées. Par contre, pour pouvoir entraîner le prédicteur qui est sur les téléphones et qui fait justement le calcul de ces risques, il faut qu'on centralise des données qui sont des données qui ont été, desquelles on a enlevé l'information qui serait la plus dangereuse, c'est-à-dire dans le sens de pouvoir exploiter contre les personnes, c'est-à-dire qui a rencontré qui, quand et où. Donc, tout ça n'est pas disponible dans ces données-là, ni non plus évidemment que les noms ou les numéros de téléphone des personnes, mais c'est plutôt l'information des risques qui ont été encourus, des symptômes qui ont été rapportés, puis des résultats des tests. Donc, ces données-là sont centralisées. Évidemment, elles vont être sécurisées comme on le ferait avec des données d'un hôpital, avec des systèmes de sécurité standards. Karine Gentelet, est-ce que ça ne vous donne pas justement assez de réponses pour dire qu'on a pensé aux questions justement de biais algorithmiques, on a pensé aux questions de sécurité, on a pensé justement aux questions éthiques. Est-ce que ça ne vous satisfait pas de voir que ça fait partie déjà de la discussion? Non, mais ce n'est pas ni un procès contre une application ou une application spéciale ou quoi que ce soit. C'est une réflexion qu'on doit avoir au niveau sociétal. Et c'est pour ça que je voudrais le replacer dans un contexte beaucoup plus large, qui sont les applications de traçage, à quoi ça sert et quels sont les effets, et de mesurer les effets. Parce qu'on parle de la vie privée, et je pense que c'est une préoccupation extrêmement légitime de mes amis, de mes collègues juristes, mais il n'y a pas que la vie privée. Il y a les impacts sur des groupes de population. Il y a aussi tout l'écosystème qu'il y a autour de ces applications de traçage. On a, par exemple, Amnesty est en train de documenter, on a des preuves que c'est utilisé dans les milieux de travail. Donc, il y a une pratique qui est en train de se développer. Avant ça, on pourrait dire, ça pourrait s'appliquer, par exemple, aux criminels. Là, généralement, quand c'est des personnes qui sont criminalisées, là, en termes d'acceptabilité sociale, c'est un peu plus. Mais quand ça va déborder. Donc, je comprends que là, on est... puis d'ailleurs, c'est un élément, on développe ça dans un temps... Moi, je ne parle pas de crise sanitaire, je parle de crise humanitaire. On est en train de découvrir les effets que ça va avoir, cette crise-là. Des gens ont perdu leur travail, il y a des personnes qui sont malades, il y aura des effets à long terme sur les enfants, sur la violence domestique, sur les actes de discrimination. Donc, pour moi, c'est une crise humanitaire. Et en ce sens-là, on doit réfléchir autour de ça parce que ce n'est pas juste une application de traçage, c'est qu'est-ce qu'on veut comme société en termes d'application. En plus, on le sait que ce qui est développé en temps de crise, ça reste souvent. Ce sont des choses parce que ça crée un précédent, parce qu'on a des nouveaux usages, on le dit d'ailleurs. On va voir que la pandémie, la crise, le confinement va avoir modifié les habitudes des gens. Bon. Donc, il y a ces éléments-là qu'il faut voir. Alors, je comprends sur le stockage des données, etc., mais il y a des éléments fondamentaux, profonds, beaucoup plus embêtants qu'il faut regarder et auxquels il faut réfléchir. Oui, la vie privée, c'est un enjeu, mais ce n'est pas ça. C'est aussi la stigmatisation, identifier des quartiers qui seront problématiques. Et d'ailleurs, on le voyait avec Montréal-Nord, les gens qui disaient « Ah, mais vous venez à Montréal-Nord, finalement, vous venez voir les gens qui sont malades de la Covid. » Donc, est-ce que quand on est d'origine asiatique, on va se faire imposer d'avoir l'application de traçage? Est-ce que quand on est noir, on va se faire imposer d'avoir l'application de traçage? Et j'entends tout ça, et je salue les efforts d'inclure. L'autre chose aussi, ce que je me demande, et c'est-à-dire, on est là pour discuter, c'est d'où viennent les données? D'où viennent les données? Parce que souvent... Le téléphone.
Des téléphones, mais même pour bâtir les algorithmes, d'où viennent les données? C'est ça aussi. Des téléphones, en fait, je vais répondre de deux manières. Premièrement… Non, laissez-moi juste finir. Oui, d'accord. Je vais juste aller là-bas. Karine, et après, on ira avec vous, Yoshua. Je termine, je juste ça. Mais c'est ça. Et donc, pour moi, et comme chercheur, comme sociologue, d'inclure les gens qui sont, à qui, si vous voulez, qui produisent ces données-là, qui sont les données, puisque les données, c'est nous finalement, c'est ce que nous sommes. Pour moi, ça devient fondamental de les inclure et pas juste de décider en tant qu'expert, par exemple, ce serait ça, c'est ça, c'est ça, pour la gouvernance des données ou pour l'utilisation, mais c'est de les inclure. Oui, Yoshua. Oui, alors il y a plusieurs sortes de données qui sont en jeu. Alors, premièrement, je n'en ai pas parlé jusqu'à présent. On a construit un modèle épidémiologique semblable à un modèle qui est développé à Oxford. Donc, c'est des modèles qui regardent comment les individus se déplacent, entrent en contact les uns avec les autres et puis potentiellement se transmettent la maladie pour essayer d'évaluer justement différentes stratégies d'intervention au niveau des personnes ou au niveau de la société. Qu'est-ce que ça fait, par exemple, selon la simulation, si on demande aux personnes de plus de 70 ans de rester chez elles? Qu'est-ce que ça fait si on met des restrictions à qui peut aller à l'hôpital? Bon, ça, c'est des choses à quoi servent les modèles épidémiologiques, mais celui-là aussi nous permet de voir qu'est-ce que ça fait si on demande aux personnes qui ont un niveau de risque 3 d'agir de telle manière, sachant qu'une certaine proportion va suivre les recommandations, d'autres pas, etc. Alors, ces modèles épidémiologiques sont bâtis sur des données aussi. Ce ne sont pas les données qu'on a encore collectées, mais ce sont des données qui viennent des articles en épidémiologie, en médecine, tout ce qu'on sait aujourd'hui du virus et des virus semblables. Donc, c'est des données qui sont incomplètes, imparfaites, etc., qui pourraient justement être bonifiées par la collecte de vraies données au Canada sur la COVID-19. Mais donc, ça, c'est le premier ensemble de données. Ensuite, il y a les données qui seraient, avec consentement, les questions auxquelles les gens répondent sur leurs symptômes, par exemple, ou sur les tests qu'ils ont reçus. Ça, c'est des choses dont je parlais tout à l'heure, qui seraient centralisées, qui permettraient de raffiner les modèles épidémiologiques et produire le prédicteur de risque. Donc ça, c'est le deuxième ensemble de données. J'aimerais vous relancer, Jocelyn. On se dirige tranquillement vers les questions du public, mais il y a quand même quelque chose de très paradoxal dans le débat qu'on est en train de faire actuellement. C'est-à-dire que c'est vraiment, je trouve ça très sain de voir que les gens se posent des questions quant au déploiement de ces applications-là. On a un débat public, on le voit, les médias sont là, on a des groupes qui sont très impliqués. Je pense par exemple à Crypto-Québec qui sont spécialisés dans la sécurité, en cybersécurité et qui disent attention, ces applications-là génèrent trop de faux positifs, trop de faux négatifs. Bref, c'est pas au point. On a un débat. Et c'est très sain. À côté de ça, on fait ce débat-là assez ironiquement sur Zoom, donc une application dans laquelle on a trouvé justement plein de problèmes de sécurité de données. On est sur les Facebook, on est sur les Twitter, on est sur des plateformes à propos desquelles on se pose peu ou pas de questions. On installe des micros dans nos maisons maintenant comme si c'était des bonbons. Il n'y a pas quelque chose d'un peu paradoxal de regarder l'espèce de désinvolture avec laquelle on laisse nos données aux GAFA de ce monde. Et là, on se dit, et c'est pour du placement publicitaire essentiellement. Et le fait que là, actuellement, on veut développer des applications pour la santé publique, là, donc pour éviter justement que les plus faibles meurent littéralement. Évidemment, c'est peut-être plein de trous, là, mais il y a quand même un paradoxe, Jocelyn, entre ce débat qu'on a sur ces applications et ce n'importe quoi que constitue la manière dont on laisse nos données aux GAFA de ce monde. Oui, c'est une bonne question. Je pense effectivement qu'il y a quelque chose d'assez remarquable là, dans l'intensité de notre discussion collective là, sur l'utilisation d'applications de traçage ou de notification des contacts par rapport à la plus faible intensité du débat sur la place et le rôle des GAFAM dans nos vies individuelles et collectives. Ceci étant dit, je pense qu'il ne faut pas créer un faux dilemme. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs pratiques Désolé, extrêmement… je m'adressais à un éthicien. Hein, donc,
C'est pas parce qu'il y a énormément de problèmes dans les technologies produites par les GAFAM. Et bon, vous le savez, je l'ai souvent dit à vos micros, hein, je pense qu'il faut être beaucoup plus exigeant sur le plan de l'encadrement des plateformes numériques, des réseaux sociaux, tant l'environnement réglementaire, hein, qu'est-ce qu'on exige d'eux, qu'est-ce qu'on leur permet, qu'est-ce qu'on leur permet pas de faire, y compris sur l'exploitation des données personnelles, mais aussi sur le point de vue fiscal. Hein, il faut en demander beaucoup plus d'un point de vue fiscal aux GAFAM. Donc, ça, on peut être entièrement d'accord avec ça, sans penser pour autant que, bon, il faut donner, au fond, carte blanche, hein, à ceux qui proposent des applications de traçage. Alors, je pense que, comme vous l'avez dit au départ, ce débat-là est extrêmement sain et salutaire. Mais il ne faudra pas oublier, hein, d'être aussi et même plus exigeant envers des acteurs privés là, qui ont un impact complètement disproportionné dans notre vie démocratique et dans nos vies personnelles. Effectivement, là, une fois qu'on commence à ressortir de la première vague de notre crise sanitaire et sociale, ben, il ne faut pas oublier qu'il faut revoir l'environnement normatif dans lequel évoluent les GAFAM. Que penser du manque? En fait, littéralement, il n'y a pas de volonté nécessairement de la part du gouvernement du Québec à ce qu'il y ait un débat public là-dessus. Je pense que la CAQ a été très claire. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Personnellement, je comprends mal pourquoi une commission parlementaire, hein, il me semble qu'une commission parlementaire s'impose, là, non seulement pour que le débat, il y a une discussion publique dans la sphère publique élargie, hein, on y participe présentement, mais le législateur, hein, ça dépasse, ça inclut et ça dépasse, hein, le pouvoir exécutif et c'est tout à fait normal, entre autres, hein, que les partis d'opposition souhaitent pouvoir débattre avec le gouvernement, souhaitent discuter avec des experts et d'autres intervenants. Pour moi, sur le plan de la légitimité démocratique, il me semble qu'effectivement, une commission parlementaire serait extrêmement souhaitable, hein, et ça pourrait mener à une prise de décision, parce qu'il n'y a pas eu de prise de décision encore au Québec présentement. Bon, on sait que le fédéral, hein, va peut-être fait son choix, mais et ça, il ne faut pas oublier qu'on est dans une structure fédérale ici, et la santé, hein, c'est d'abord une compétence provinciale, et la santé publique, hein, c'est les santé publiques provinciales qui sont vraiment au cœur de l'action, et ce sont les joueurs, hein, prédominants, là. Donc, il faut une commission parlementaire, hein, pourrait alimenter ensuite la réflexion des décideurs, hein, au Québec. Karine Jean-Claude, qu'est-ce qui pourrait faire chez vous que vous seriez davantage réceptive à l'application, au déploiement de ces applications-là? Est-ce que par principe, vous trouvez qu'on est carrément technologiquement, et même peut-être dans le cas de ce que vous semblez dire, même anthropologiquement, on n'est pas rendu là, ou vous dites on pourrait déployer ça d'une manière qui ferait en sorte que les critiques que vous adressez à ce processus-là actuellement pourraient être jugulées, puis on pourrait le faire d'une meilleure manière? Monsieur Dugal, on peut être critiqué et sans pour autant, je me sens mal à l'aise de dire si je suis pour ou je suis contre. Je veux pas mais je soulève des interrogations, mais je suis pas ni pour ni contre. C'est juste aux expériences de mes recherches et tout ça, je soulève des critiques. Donc, je saurais pas dire si on doit être pour, être contre. Ce que je sais, par contre, c'est qu'il faut avoir un débat de fond là-dessus. Mais on est en train notamment de dire ces temps-ci au niveau international, parce que je veux juste revenir sur les questions d'éthique. Je trouve ça très intéressant, mais je pense qu'on a dépassé le stade de réfléchir sur l'éthique. L'éthique des pratiques, c'est important, mais c'est notamment de regarder, d'avoir un enjeu, d'avoir une évaluation au niveau des droits humains. Ça serait bien. On fait souvent, quand on regarde les algorithmes, on fait une évaluation de risque, mais pour moi, c'est un enjeu qui est très serré, si vous voulez, comme en anglais on dit scope, d'avoir déjà une évaluation en termes de droits humains sur les impacts que ça pourrait avoir. Déjà, je trouve que ce serait quelque chose qui serait intéressant, qui amènerait certainement la discussion ailleurs sur qu'est-ce qu'on doit prendre en termes d'outils, comment est-ce qu'on doit utiliser cet outil, puisqu'encore là, ce n'est pas tant la technologie, c'est les usages qu'on en fait, les croisements qui sont faits ou les mésusages, peu importe. Mais ce cadre-là de droits humains, selon moi, est quelque chose qui est assez intéressant, parce que ça pourrait vraiment apporter la discussion et l'inclusion
et la participation de groupes qui sont concernés par les effets de ces usages-là et de ces technologies-là, ça pourrait amener la discussion à un autre niveau. Oui, c'est très intéressant d'ailleurs que vous souligniez la question des droits humains parce que là, on le voit dans le cas de la reconnaissance faciale aux États-Unis. On a plein donc de grands conglomérats qui se retirent de ces technologies-là, en tout cas du moins momentanément, parce qu'on se rend compte que il y a des biais algorithmiques qui vont systématiquement désavantager des populations, des catégories sociodémographiques qui sont déjà stigmatisées à divers égards, là, notamment les femmes racisées font l'objet de faux positifs de manière vraiment disproportionnée là, de la part des algorithmes de reconnaissance faciale. Si oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, oui. Et vous savez pourquoi, par exemple? Est-ce qu'elles sont doublement? Parce que les modèles sur lesquels sont conçus la reconnaissance faciale, ce sont des visages de blancs. Donc forcément, donc c'est aussi pour ça, quand on parle d'inclusion et de participation, mais l'inclusion, c'est une chose, mais la collaboration avec les groupes, notamment quand on développe ces algorithmes-là, et apparaît pour moi comme une solution fondamentale en termes de réceptivité et de accuracy en anglais, on dit, mais du modèle. Donc, la précision des modèles, oui, effectivement. Hein, les algorithmes sont toujours aussi bons que les données sur lesquelles on les entraîne, hein, bien évidemment. On n'a pas donné encore les résultats du sondage. Donc, voici ce que vous avez les dernières données, en fait, par rapport à vos réponses. Donc, vous avez dit, selon vous, vous avez répondu à, selon vous, faut-il autoriser les applications de traçage numérique dans le cadre de la lutte contre la COVID? Donc, oui, à 35 %. C'est assez bien réparti. Hein? Non à 29 % et je ne sais pas, 35 %. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'indécis et ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui se cache sous les non et sous les oui parce que il y a beaucoup de nuances dans ce débat-là. Mais je suis très content que ça soit partagé comme ça parce que ça montre en tout cas qu'on a des gens nuancés. C'est très, très bien. On va y aller avec les questions maintenant du public que je vais me rendre sur mon autre écran ici. Alors, je vais poser la question, puis je vais laisser qui voudra se lancer y aller. Donc, première question, même en considérant une sécurité personnelle adéquate des données, existe-t-il un risque à exploiter ou, à l'inverse, un avantage qui risque de ne pas être exploité pour d'autres usages dans le cas de ces applications? Qui veut se lancer là-dessus? Oui, Yoshua. Je pense qu'on ne vous entend pas, Yoshua. Ah oui, voilà, c'est revenu. Ça marche, OK. Mais je pense qu'il y a une chose, je vais répondre seulement à la deuxième partie de la question. À partir du moment où on échange des messages entre les téléphones et qu'on enregistre des choses comme les contacts et les résultats de tests, et potentiellement plus, comme ce qu'on propose avec COVID, en fait, on a une opportunité d'aider la santé publique à mieux comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire au niveau prédictif, comme j'ai dit tout à l'heure, sur où s'en viennent les problèmes, sur c'est quoi les facteurs et comment ils interagissent entre eux concernant la maladie. Et ça, c'est un effet secondaire d'utiliser ce genre d'application sur le téléphone. Après, il faut choisir si on veut avoir ces données-là où on s'en tient à un modèle plus simple où c'est seulement de téléphone à téléphone, comme modèle décentralisé, où il n'y a aucune information du tout qui est communiquée. Nous, ce qu'on a proposé, c'est de dire, les gens qui consentent à ce que leurs données servent à améliorer le système et à informer la santé publique, peuvent le faire. Et en fait, beaucoup de gens, quand on fait des sondages, aimeraient pouvoir aider dans leur comportement, que ce soit en répondant aux questions ou en partageant leurs données de façon à faire en sorte que collectivement, on combatte ce fléau. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ça, soit Jocelyn, Karine? Parfait. Bon, on va y aller avec l'autre question. Et ça, c'est quand même assez intéressant parce qu'on parle de gouvernance beaucoup dans ce débat-là. Et la question va comme suit. Comment s'assurer que ce type de dispositif temporaire pour le moment ne devienne pas banal, auquel cas les gens deviendraient habitués
est enclin à une surveillance généralisée de la population. Qui veut se lancer là-dessus? Karine. De toute façon, je pense que tout usage de la technologie, qu'il soit positif ou négatif, crée un précédent. Puis c'est correct comme ça. Comme société, on a évolué. On évolue. Je vois, par exemple, j'ai une notion de la vie privée qui n'est pas du tout la même que ma fille adolescente. Et à la rigueur, ça fait partie de toute évolution. Enfin, je trouve que ça fait partie d'une évolution sociétale normale. Mais un des éléments qui serait, je ne me rappelle plus la question, excusez, je sors 3 heures de cours. Et donc, comment faire pour que ça ne devienne pas banal, c'est-à-dire que ça crée un précédent, puis après que les gens s'habituent à cette surveillance généralisée-là? OK. Je pense que de mettre en place ne pas réfléchir dans l'urgence déjà, mettre ça dans le temps et de réfléchir en profondeur et de mettre suffisamment de barrières qui permettent. C'est pour ça que pour moi, le cadre, par exemple, des droits humains, c'est quelque chose qui permet vraiment d'encadrer la réflexion sur les usages et d'avoir un processus dynamique. Donc, par exemple, l'OBNL dont M. Benjo parlait pourrait poser les balises d'une réflexion sociétale. Mais je pense que ça doit être beaucoup plus large et engager notamment à la fois les acteurs publics, certainement privés qui vont être dedans aussi, mais aussi la société civile. Et d'avoir cette discussion tripartite et une discussion renouvelée, c'est certainement ce qui pourrait amener quelque chose, d'avoir un peu des lignes directrices là-dessus. Mais ça va évoluer, ça c'est évident. Au fur et à mesure, on va déployer les technologies, notamment d'intelligence artificielle et nos propres conceptions personnelles sur un tas de choses vont évoluer. Ouais. Une petite chose que je voudrais ajouter par rapport à choix. Dans COVID et dans la définition de l'organisation, l'OBNL, c'est inscrit dans le béton finalement qu'à la fin de la pandémie, telle que déclarée par la santé publique, les données s'autodétruisent et l'application s'autodétruit. Bon, après, il faut avoir continuellement, disons, un regard public sur ce qui se passe pour être sûr qu'on ne change pas d'idée et que les gouvernements ne trichent pas, même si on s'est donné des balises. Mais je pense que déjà énoncer les principes au départ, ça fait une grosse différence. Moi, Jocelyne, je vais réagir. Oui, Marie-Pascale, et après, je vais aller à Jocelyne. Marie-Pascale Paumé. Je voudrais aussi réagir à une question là, qui est arrivée en disant finalement, on a déjà un gros partage des données là, auprès des GAFAM et puis que c'est difficile de remettre la pâte de dentifrice dans le tube. Là. Moi, je trouve que quand même cette expérience que l'on a avec la COVID-19 est un beau laboratoire vivant pour essayer de réfléchir sur, entre guillemets, les bonnes pratiques dans le domaine à la fois du développement des applications, puis la manière dont on travaille avec la société civile. Moi, je pense qu'effectivement, quand même, quand on a un peu un regard sur ce qui s'est passé au cours de ces dernières années, la société civile est très, très peu quand même impliquée. Vous l'avez dit, là, même pour le développement des algorithmes dans l'intelligence artificielle, on sait que souvent, on se retrouve avec des résultats qui montrent qu'effectivement, les personnes qui auraient pu participer au départ et qui auraient pu alerter pour dire « Oula, vous avez oublié cette donnée-là » parce qu'effectivement, elle est très précieuse pour être capable de pouvoir comprendre le phénomène. Oui. Et je pense que Google l'a déjà montré à plusieurs reprises. Là. Et donc, je pense qu'on devrait au contraire profiter de cette expérience pour justement montrer comment on pourrait faire ça différemment. Puis peut-être que grâce à ça, on pourrait faire en sorte de sensibiliser la population pour se rendre compte qu'elle n'est pas à subir des manières de faire qui vont à l'encontre des droits humains, d'une certaine forme d'éthique, etc. Puis qu'on nous rappelle régulièrement quand même aussi, ça c'est aussi le rôle, je pense, des politiciens, puis aussi d'un certain nombre de leaders dans beaucoup d'autres domaines, ce n'est pas uniquement la politique, oui. Que ce soit aussi les arts et autres, pour nous rappeler aussi qu'on a un contrôle aussi sur notre vie, puis qu'on peut dire non aussi, si on ne nous garantit pas un certain nombre de règles vraiment qui nous permettent de pouvoir nous assurer en tout cas qu'il n'y a pas de discrimination sociale ou autre, et puis qu'on participe vraiment à l'évolution de l'humanité et que ce ne soit pas donné uniquement aux experts. Hein. Mais en même temps, est-ce qu'on ne donne pas beaucoup on n'en met pas beaucoup sur les épaules des simples citoyens parce qu'on le sait, la technologie évolue extrêmement rapidement. Il y a quelques années, on n'aurait même pas parlé d'apprentissage profond, là, puis là, on a des investissements phénoménaux partout dans le monde dans ces technologies-là.
on n'a pas un appareillage législatif qui est digne de ce nom. Je lisais récemment le commissaire à la vie privée du Canada, Daniel Ternier, qui se désolait de ne même pas avoir été conseillé, on ne lui avait même pas demandé son avis dans le débat là-dessus au gouvernement fédéral. C'est quand même, c'est fort de café, là. Moi, je voudrais vous entendre là-dessus. Jocelyn, c'est bien beau d'avoir des bonnes volontés éthiques et de se dire, oui, l'industrie va s'auto-réglementer. Quand on va développer des algorithmes, ben, on va essayer de le faire de la manière la plus ouverte et démocratique qui soit. Mais les lois sont pas là. Oui, effectivement. Je pense que dans toute la réflexion sur l'éthique de l'intelligence artificielle, on ne peut absolument pas miser uniquement sur ce qu'on appelle l'autorégulation éthique. Là. On peut souhaiter que les développeurs se dotent de règles, de standards éthiques exigeants et qui tentent de les appliquer le mieux possible. Et ça, il faut louer ça, mais ça peut nullement être suffisant. Donc, il faut revoir tout le cadre normatif, là, quelles sont les règles qui doivent s'appliquer et sur le plan du suivi aussi, là, comment on est capable, par exemple, d'auditer, de faire passer des tests aux différents aux algorithmes quand ils sont déployés pour voir quels sont leurs effets réels. Donc ça prend des autorités en public habilitées à faire ce travail-là. Donc, il faut, ça repose sur un mélange à la fois d'autorégulation et d'hétéro-régulation. Mais je vais revenir sur la question extrêmement intéressante qui a été posée. Il ne faut pas perdre de vue que là, on a affaire, étant donné les effets de la crise, on a affaire en éthique à ce qu'on appelle des choix tragiques. C'est-à-dire que les décideurs ne peuvent pas ne pas décider. Et à chaque fois qu'ils décident, il y a des coûts éthiques importants que leur décision engendre. Et il s'agit d'atténuer le plus possible les effets négatifs des décisions et de maximiser les bénéfices des décisions. Par exemple, si on déconfine sans utiliser des applications mobiles, et il s'avérait que ces applications peuvent être efficaces, et j'ai encore des doutes sur l'efficacité réelle, mais admettons qu'elle le soit, le coût d'un déconfinement qui n'utilise pas les données et l'aide à la décision que peut procurer les applications, ça fait en sorte que certaines personnes vont en souffrir aussi. Peut-être que le confinement va être plus long et on sait que le confinement a impacté les personnes et les groupes de façon très, très différente. Donc, toutes nos décisions ont un coût. Par rapport à l'idée de créer un précédent, il faut quand même se rappeler, et là peut-être que je vais un peu à contre-courant, si les sociétés arrivent à s'en sortir en réduisant les impacts négatifs de l'épidémie, c'est parce que, évidemment, les citoyens vont avoir agi de façon responsable et que les décideurs vont avoir pris des décisions éclairées. Et pour ça, ils ont besoin de données. Donc, une application, même si ce n'est pas très populaire là, de dire que l'État doit avoir un rôle important, une application qui permet, par exemple, à ceux qui font le retraçage de contacts manuels d'avoir accès vraiment de façon beaucoup plus précise et complète au contact des personnes infectées, parce que notre mémoire nous joue des tours. Parfois, on ne sait pas avec qui on a été véritablement en contact. C'est possible que ça soit très utile. Et comme Yoshua le disait, si une application permet aux autorités de mieux prévoir ou d'intervenir plus rapidement lorsqu'il y a un nouveau lieu d'éclosion, ça peut permettre encore là un confinement moins long, un meilleur contrôle de la propagation, et ça, plusieurs peuvent en bénéficier. Donc, il ne faut pas exclure. Je veux dire, les organismes publics jouent tellement un rôle important dans la crise que tout discours de méfiance envers l'État, il faut faire gaffe là, dans un contexte comme le nôtre. Évidemment, l'État aussi peut abuser de ses pouvoirs, mais au moins les décideurs sont imputables devant les citoyens. On a des mécanismes de contrôle, comme une commission d'accès à l'information. Et si on réalise après coup que les données sont utilisées pour d'autres fins, mais c'est à ce moment-là
qui vont intervenir et dire, ben non, ça, c'est un usage illégitime des données. Donc, moi, personnellement, une des choses qui m'a fait un peu perdre ma patience dans ce discours, c'est cette idée-là d'une méfiance là, par rapport à l'état de droit démocratique et à ces différentes organisations qui sont vraiment au cœur là, d'une réponse intelligente à la crise. Ouais. Question très intéressante en rapport avec le déploiement éventuellement d'une application. C'est peut-être une question qui va vous intéresser, Yoshua. Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par un projet pilote dans une seule ville, communauté, et l'évaluer avant d'adopter officiellement une telle technologie pour la santé publique? Je sais qu'en Royaume-Uni, on a testé dans un premier temps cette technologie-là sur l'île of Wight, donc petite île, 140 000 habitants environ, et donc on a commencé à tester l'application britannique là-bas. Est-ce que ça pourrait être éventuellement faire partie des plans? Tout à fait, ça fait partie des propositions qu'on a faites au gouvernement. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que il y a des choses qu'on peut tester assez facilement, comme la précision du Bluetooth, des choses comme ça, où on n'a pas besoin d'avoir une grande population. Mais si on veut tester la capacité du système à donner des alertes aux gens qui sont infectés, bien, il faut qu'il y ait suffisamment de cas infectés, puis il faut qu'il y ait une différence statistique suffisante pour qu'on puisse conclure. Et ça veut dire qu'on ne peut pas faire un test en prenant d'abord des gens au hasard, parce qu'il faut qu'ils soient dans la même communauté, donc qu'ils aient des interactions entre eux. Donc, ça pourrait être un quartier, mais il faut que le quartier soit assez gros et qu'il y ait assez de cas dans ce quartier-là. Donc, nous, ce qu'on envisage, ce serait de prendre les 3 quartiers de Montréal les plus atteints, puis de faire un pilote dans ces quartiers-là pour pouvoir justement évaluer les différentes stratégies. Quel est le pourcentage, oui, on va aller à vous après, Karine, quel est selon vous le pourcentage plancher d'adoption à partir duquel votre application pourrait devenir pertinente? Mais ça, c'est une mauvaise question et malheureusement, elle est posée par beaucoup de gens dans les médias et les gouvernements. Il n'y a pas de plancher, okay? Dans le sens que plus il y a de monde qui l'utilise et mieux c'est. Par contre, il y a une relation quadratique entre le nombre de personnes qui l'utilisent et l'efficacité de l'information qui est calculée avec les contacts. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut construire des courbes qui nous disent de quelle manière ça va se dégrader ou finalement se ramener à des choses simples. Mais ce qu'on sait, c'est qu'avec justement l'intelligence artificielle, déjà, même s'il y avait 0 contact, okay, donc les gens sont isolés, il y a déjà une utilité. C'est-à-dire que le fait qu'on puisse dire, à partir des symptômes que vous avez, qui peuvent être, comme je vous dis, se décliner de plein de manières possibles, c'est quoi le risque que vous portez? De connaître ce calcul de risque, ça peut nous aider à donner des bonnes recommandations aux personnes sans qu'il y ait besoin de déranger beaucoup de monde au téléphone 811. Et ça peut permettre de cibler les tests parce qu'on a une quantité de tests limitée. Donc, c'est une des applications, un des effets secondaires possibles, c'est qu'une fois qu'on a des gens qui sont triés en ordre de probabilité qui sont infectés, puis aussi quand on sait le nombre de personnes avec qui ces gens-là sont en contact, on peut établir un genre de score. Donc, les gens qui sont plus infectés et qui sont en contact avec beaucoup de gens, mais c'est ceux-là qu'on veut tester en premier. Donc, même si on avait juste 10% des gens qui utilisent l'application, il y aurait une utilité qui viendrait avec ce système-là, ce qui n'est pas vrai du traçage binaire. Karine, vous vouliez réagir à ça? Mais à ça, à ce qu'a dit M. Benjo, à ce qu'a dit aussi Jocelyn, Jocelyn disait, bon, il est président de la commission éthique, donc c'est normal qu'il y ait des coûts éthiques. Moi, je vous dirais, comme je représente Amnesty International, il y a des coûts humains et des coûts de droits humains au déploiement des usages de ce type de technologie. Donc, c'est vraiment à prendre en considération parce que ça a un impact très concret sur la vie de personnes. Donc, c'est factuel et souvent l'impact est irrémédiable. Donc, il y a ça. Et une des mesures, par exemple, ce serait de créer, et c'est des recommandations que font les organisations de la société civile, c'est d'avoir un registre des algorithmes, par exemple, qui permettrait aux citoyens, quand vous disiez, M. Dugal, d'avoir un... On implique les citoyens, mais en fait, c'est d'impliquer les représentants, donc les personnes qu'on élut, et d'assurer un processus de reddition de comptes en disant qu'est-ce qu'il advient avec cet algorithme-là, il met une discrimination, etc.
Donc, le processus de reddition de comptes est vraiment important et c'est ça qu'il faut s'assurer, non pas compter sur les individus, mais les organisations qui représentent, y compris les organisations communautaires qui sont sur le terrain et qui connaissent très bien les problèmes et aussi les solutions à trouver. Donc ça, je reviens encore avec ce message-là, mais il est important pour moi. Ensuite, on considère les tests, je trouve ça, c'est effectivement une bonne solution, mais par exemple, M. Benjo, quand vous disiez développer ça dans des quartiers, mais qui va décider des quartiers et est-ce que les quartiers en tant que tels seraient d'accord pour participer? Et là où je réagis, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 2-3 mois, on était en pleine pandémie. Il y a 2 chercheurs de l'Institut français qui étaient à la télé, qui discutaient de l'Institut Pasteur et qui discutaient de faire des tests sur des populations africaines d'un vaccin parce qu'elles avaient moins de système de santé, elles n'avaient pas de masque, etc. Et ça pose, là pour le coup, je rejoins les enjeux éthiques, ça pose des enjeux éthiques et ça pose des enjeux aussi de droits humains. Comment est-ce que ça va se déployer ça? C'est-à-dire que et encore là, attendez, je veux juste finir. Je suis pas contre, je suis pas pour. C'est vraiment pas ça, mais c'est juste que quand on dit d'inclure les groupes, c'est ça aussi. Est-ce que quand on peut faire des tests, par exemple, juste demander s'ils sont d'accord pour participer et pas juste faire comme ça. Tout à fait d'accord. Je veux juste dire que, en fait, d'aller vers les groupes qui sont les plus à risque, c'est les aider parce que c'est eux qui ont le plus à bénéficier. Mais vous avez tout à fait raison. Il faudrait que des gens dans ces quartiers-là soient à l'aise avec ça. Sinon, de toute façon, ça ne marcherait pas parce qu'ils ne téléchargeraient pas l'application. D'ailleurs, on a une question en regard à cette participation démocratique. Ça va vous intéresser, Karine. La personne nous demande, à plusieurs reprises, il est mentionné que les citoyens sont peu consultés au sujet de l'utilisation et du développement de ces applications. Comment on pourrait penser les intégrer davantage dans la co-création de ces applications-là? Est-ce qu'on a des exemples, Karine? Est-ce qu'on a des chercheurs, des pays, des organisations qui ont pensé à la manière d'intégrer les préoccupations des groupes qui sont premiers chefs touchés par cette pandémie et par l'utilisation, le déploiement de ces applications-là? Est-ce qu'on en connaît des exemples? Alors, peut-être que M. Benjo pourra peut-être parler après, parce que je pense que dans notamment le développement de son application Covid, il disait qu'il avait consulté un certain nombre, mais je sais que notamment l'Union européenne avait commencé à faire une consultation pour intégrer les parties prenantes, en tout cas les personnes qui étaient concernées par l'usage des algorithmes, et j'ai vu hier qu'il y avait des réponses des organisations de défense des droits humains qui disaient qu'ils avaient raté dans leur consultation parce que dans les recommandations et dans le cadre qui était mis en place, ça n'était pas. Donc en fait, c'est quelque chose, je pense, qui est encore à développer. On le dit beaucoup. Ce n'est pas tout à fait dans les pratiques. On est quand même dans les premiers, de ce que je vois, hein, de ma faible expérience, on va dire, de sociologue du numérique, c'est qu'on est quand même dans comment on pourrait dire, les premières phases de déploiement de ce genre d'usage et de réflexion collective. Donc, ce sera à développer. Mais à part cet exemple de l'Union européenne, je n'en vois pas d'autres. Intéressant, ça, qu'on n'a pas encore trouvé la bonne mécanique. Oui, Marie-Pascale, oui. Oui, parce qu'effectivement, même dans la crise plus générale hein, de la COVID-19, pas uniquement sur le problème du développement des applications, on a vu quand même que la société civile a été quand même pas mal peu consultée. Et il y a eu quand même une belle expérience qui a été menée au Québec. Comme on le disait en introduction, là, je suis co-directrice du Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public. Et on a eu vraiment une très belle collaboration, justement, avec aussi les éthiciens qui travaillaient pour vraiment recommander un certain nombre donc par exemple, qui avait le droit au respirateur artificiel, toutes les règles éthiques étaient en lien avec la gestion des cas, et ça aurait pu être complètement fait sans du tout l'apport des personnes concernées, mais on a vraiment créé au Centre d'excellence donc un comité qu'on a appelé le C4P, là, le comité consultatif de la crise Covid en partenariat, qui est constitué donc de personnes qui ont déjà vécu des mesures d'isolement du fait de leurs problèmes de santé. On avait vraiment des personnes autour de la table qui avaient des âges très différents aussi et qui ont été très utiles et ouverts à la conversation et ont vraiment permis d'éclairer le débat public plus large au niveau éthique en remettant ça dans un contexte réel
de personnes qui sont aux prises avec ce type de difficultés. Et ça a beaucoup aidé le débat, en tous les cas, de pouvoir le faire. Alors, on a des expériences comme cela qui permettent quand même de montrer qu'on peut tout à fait réussir et même s'auto-saisir, parce que c'est ce qu'on a fait aussi après sur le problème des médicaments aussi. On a proposé aussi un certain nombre donc, de façons de régler le problème d'accès à certains médicaments en cas de pénurie due à la crise sanitaire. Oui, Yoshua. Ajouter quelques points par rapport à cette question donc, concernant COVID. Premièrement, dès le début, on a eu beaucoup d'interactions avec l'UNESCO qui a été très satisfait de notre démarche au niveau des droits humains, puis qui nous a donné son appui concernant le projet, en particulier parce qu'on a voulu proposer justement cet organisme non lucratif avec une mission très claire de représenter non seulement la volonté des gouvernements, mais aussi la société civile avec les groupes, disons, qui pourraient être minoritaires et sous-représentés et potentiellement mal représentés. Aussi, on a essayé d'aller chercher du feedback de plusieurs organismes, du côté de la sécurité, de la cryptographie, etc., mais aussi du côté des impacts sociaux et éthiques. En particulier, depuis plus d'un mois, on est en interaction avec l'OBVIA, l'Observatoire sur le côté, justement, impact social de l'intelligence artificielle. Et ça nous a beaucoup, disons, aidé à raffiner notre projet. Une question en rapport justement à ce que vous allez faire maintenant avec cette application-là, Yoshua. Donc, la personne demande, ben là, vous n'avez pas été choisi. À partir de maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec COVID? Bien, premièrement, on va aller jusqu'au bout de notre développement pour pouvoir mettre le code open source pour permettre. En fait, on a déjà commencé des discussions. Il y a plusieurs pays qui sont intéressés à regarder ce qu'on a fait. Donc, ça pourrait être utilisé à l'extérieur du Canada. Deuxièmement, bien, le gouvernement du Québec n'a pas vraiment fait son choix. Donc, on continue. C'est au niveau fédéral, oui, qu'il fallait. On continue la discussion avec le gouvernement du Québec. Et puis, voilà, nous, ce qu'on fait, on est des chercheurs avec certaines expertises. On propose, on explique les différentes alternatives qu'on comprend. Puis, ça va être à la société ou au gouvernement de faire ses choix. Peut-être une sous-question là-dessus. Je voudrais vous entendre, Jocelyn, parce que vous avez une position depuis le début de ce débat-là, qui est vraiment, vous l'avez d'ailleurs rappelé en début de discussion, qui est ni catastrophiste ni techno-solutionniste. Donc, vous vous situez vraiment, vous voulez vraiment vous dire, bon, ben écoutez, il y a peut-être des choses intéressantes qui vont sortir du fait qu'on travaille sur des technologies de traçage de contact. Est-ce que vous pensez que, bon, mettons là, qu'on est très positif puis qu'on réussit à trouver soit un vaccin ou des antiviraux qui vont nous permettre de sortir de cette pandémie-là, que d'un point de vue justement peut-être de principe de précaution, de voir venir, de se préparer, d'un point de vue éthique, est-ce qu'il va falloir continuer ce travail-là après la COVID, selon vous? Oui, je pense qu'il y a de bonnes raisons de penser que oui. Étant donné que, bon, on demeure dans un contexte de grande incertitude bon, c'est tout à fait possible qu'il y ait une seconde vague, là, une reprise de l'augmentation du taux d'infection dans plusieurs communautés. On ne sait pas quand on va véritablement en sortir. Bon, les meilleurs spécialistes qu'on devrait écouter cette fois-ci nous disent de nous préparer à l'éventuelle occurrence de nouveaux pathogènes et qui pourraient causer une nouvelle pandémie, et ainsi de suite. Et la question que je voudrais qu'on se pose collectivement, c'est à moyen et long terme, est-ce qu'on devrait fermer la porte tout de suite et se dire non, les applications mobiles ne peuvent pas jouer aucun rôle positif, même si c'est un rôle modeste. Il y a probablement il y a peu de chances que ça puisse, qu'il s'agisse d'un outil qui ne puisse pas être harnaché pour contribuer à mieux contrôler la propagation. Mais pour ça, le principe clé, vous l'avez dit, c'est bon, c'est soit on peut parler d'un principe de prudence en éthique ou le principe de précaution. Donc, on est en contexte d'incertitude scientifique et on est en contexte de conflit entre des valeurs qu'on ne peut pas tout harmoniser. Donc, il faut y aller de façon vraiment prudente. Et là, je pense que, de façon générale, et ça ne cible pas particulièrement
particulièrement Mila, hein, c'est de façon générale. Je pense que tous ceux qui avaient la possibilité de réfléchir à des solutions technologiques ont voulu rapidement contribuer, hein, positivement au contrôle de la transmission. Et on a tous, hein, et même en éthique aussi, on a tous voulu agir rapidement, alors que je pense que la prudence demande plutôt qu'on agisse plus lentement et qu'on s'assure, hein, de faire les tests, hein, qu'il faut et qu'on atténue au maximum, hein, les risques éthiques. Et dans ma compréhension des risques éthiques, pour répondre à Karine, ça comprend les impacts, hein, sur la violation des droits humains. Hein. Les droits humains sont fondés dans des principes éthiques plus généraux et évidemment, c'est un des coûts éthiques en principaux, hein, lorsque des droits fondamentaux sont atteints. Donc, je pense qu'il faut voir la question à travers ce principe de prudence et bien se concerter avec les autorités tant scientifiques que politiques compétentes et voir comment, à moyen et long terme, un outil comme ça peut peut s'imposer comme un outil, hein, positif, hein, dans notre arsenal là, de politique contre la transmission du virus. Je voudrais vous entendre là-dessus, Marie-Pascale Pommier. Est-ce que vous pensez que ce que l'on voit actuellement quant au développement de cette technologie-là, c'est assez, il y a des données assez probantes pour se dire que ça vaut la peine de continuer à faire de la recherche là-dedans d'un point de vue de santé publique pour peut-être la deuxième vague ou éventuellement, on ne se le souhaite pas, mais une autre pandémie qui pourrait nous tomber dessus? Je pense que je reviendrai un peu sur ce que j'ai présenté tout à l'heure dans mon PowerPoint, là, en expliquant quand même que les grands organismes internationaux voient ça comme un des outils, mais sont encore en train de privilégier quand même le côté recueil manuel et un peu informatisé, là, entre guillemets, et qui voient la deuxième voie comme étant complémentaire. Et en cela, effectivement, on est quand même dans un cadre où il serait important de pouvoir permettre des projets de recherche qui nous donneraient en tous les cas des résultats qui nous permettraient ensuite de voir quelles sont les balises à mettre en place, comment on devrait continuer à faire en sorte qu'on puisse les utiliser comme outils complémentaires à ce que l'on a déjà ou que ça prenne plus de place dans le suivi de la population dans un avenir plus ou moins lointain. Là. Donc, je pense que ça, c'était aussi une remarque que faisait Joshua là, en disant il faut quand même aussi nous laisser la possibilité de pouvoir la tester pour voir si elle marche. Ça me paraît effectivement quand même une bonne idée, mais il faudrait peut-être le voir et le concevoir un peu comme vous le disiez aussi dans un contexte de recherche où effectivement comment on peut apprendre, comment on peut travailler avec des personnes qui sont intéressées et vraiment développer de la connaissance qui ensuite vont nous aider vraiment à encore mieux les utiliser et puis à les intégrer dans notre vie avec quand même comme on disait, des grosses balises au niveau éthique. Là, ça... Mais en même temps, ça pose aussi la question, vous savez, il y a plein de technologies pour lesquelles ça a pris plusieurs années là, de mise au point. Yoshua, je voudrais vous entendre là-dessus. Là, on est dans la pandémie a quelques mois. Est-ce que c'est un bon moment, une pandémie, pour déployer une telle technologie ou il ne faudrait pas tout simplement faire des projets de recherche, tester des trucs et se dire il est peut-être trop tard là, pour développer ça de manière raisonnée et on va attendre un petit peu plus longtemps pour qu'on puisse avoir éventuellement qu'il soit vraiment au point et qu'il puisse servir le bien commun. C'est un choix qu'on peut faire. Je pense que ça dépend de la confiance qu'on a dans les différentes technologies. Donc, d'où l'importance de faire ces recherches-là, d'où l'importance de faire des tests, des études pilotes, puis de décider en fonction de ça. Je pense, étant donné la gravité de la situation, étant donné le nombre de morts, que ce soit ici ou ailleurs, on ne peut pas se permettre de dire, on attendra d'être 100% sûr avant d'essayer quelque chose. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, je ne parle pas des applications en particulier, mais en général, dans la recherche sur la COVID, en particulier les médicaments, on brûle des étapes. Bon, c'est évident que quand on fait ça, on prend des risques qu'il y ait des résultats peut-être moins solides, etc., qui arrivent, mais ça vaut la peine parce qu'on se donne la possibilité de sauver beaucoup de vies. Puis, on ne parle pas juste du Québec, on parle de la planète. Là. Si on pense aux médicaments et potentiellement aussi à ces applications de traçage. Donc, il faut mettre tout ça dans la balance puis essayer de trouver un juste milieu, mais certainement pas de dire on va attendre que tout soit clair, net et précis au niveau de la science
je crois qu'on peut y aller d'une manière empirique. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est important en science. On n'a pas nécessairement besoin de tout comprendre, par exemple, le mécanisme d'une molécule pour décider de la déployer si on a déjà suffisamment de preuves statistiques, donc empiriques, que ça aide. Je pense que c'est la même chose ici. Très intéressant. On va maintenant passer à une question liée à, en fait, à la place de l'intelligence artificielle dans nos vies. On le sait, on ne s'en rend pas nécessairement toujours compte, mais elle est de plus en plus employée pour nous analyser, sans même notre consentement éclairé. La personne nous demande, l'intelligence artificielle est déjà abondamment utilisée pour profiler les usagers, les données étant parfois, sinon croisées, un instant, je vais reprendre la formulation, n'est pas claire. Les données étant parfois croisées avec toutes sortes d'autres données. On donne justement pas nécessairement notre autorisation éclairée sur les contrats qui sont ou comme ça, avec des caractères qui sont très petits. Alors, là, on se dit, on va utiliser l'intelligence artificielle pour le bien commun. Et pourquoi donc cette petite gêne qu'on sent? Donc, c'est quand même intéressant là, donc, qu'on souligne ce paradoxe-là. Jocelyn, peut-être là-dessus, on est déjà dans un monde où l'intelligence nous analyse. Là, c'est vraiment le fameux, ce monde qu'on appelle le AI for good, donc l'intelligence artificielle au service du bien commun. Est-ce que ça ne faudra pas justement davantage en parler de ces notions-là pour se dire que l'intelligence artificielle n'est pas là simplement pour faire des profils publicitaires afin de nous fourguer de plus en plus de produits de consommation, là, parce qu'essentiellement, c'est ce à quoi ça sert là, sur le GAFAM, sur les plateformes du GAFAM. Ouais, oui, tout à fait. Dans ce cas-ci, la différence, c'est qu'on souhaite qu'il y ait un endossement et une promotion des pouvoirs publics. On veut que ça devienne une politique des États que de promouvoir l'adoption et l'utilisation d'applications mobiles comme un des moyens pour lutter contre la propagation du virus. Et ce faisant, bon, les décisions en matière de santé publique, on l'a dit abondamment, là, ont des coûts, restreignent les droits de certains, bénéficient plus à certains qu'à d'autres. Donc, il y a une condition là, de légitimité et d'acceptabilité éthique qui est plus exigeante que lorsqu'il s'agit de technologies développées par le privé pour d'autres fins, là, pour que les personnes, les citoyens peuvent décider d'utiliser ou non. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut absolument mieux réglementer tout ce secteur-là, mais là, on a affaire à des politiques de santé publique qui ne peuvent se soustraire à l'examen démocratique. Là. Et tant qu'on a des grands doutes sur l'efficacité réelle de ces applications à nous offrir des informations qui vont faire une différence significative dans la modulation de nos comportements et dans la propagation du virus, et tant qu'on n'a pas de raison suffisante de se dire oui, les risques éthiques, on les a atténués suffisamment, je pense qu'il faut continuer à avoir ces exigences très élevées à l'endroit de ceux qui développent ces applications. Karine Gentelet? Oui, en fait, par rapport à cette question-là, ce qui est intéressant, mais selon moi, l'intelligence artificielle, c'est pas ça n'existe pas en tant que tel, mais c'est les usages encore des systèmes d'algorithmes, par exemple, parce que, et c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces usages-là. Quand on parlait tout à l'heure des logiciels de reconnaissance faciale qui ont été bannis très récemment, alors que ça fait quand même des années qu'on dit que ça souligne une discrimination. Il y a plein de chercheurs qui l'ont, à travers le monde, qui ont signalé ça, et là, il y a incluant moi. Bien sûr, non, tout à fait. Tout d'un coup, il y a un arrêt d'Amazon, etc. Mais par contre, il y a Amazon, Microsoft continuent à vendre des systèmes de prise de décision automatisée à des services de police. Donc, toute la discrimination, si vous voulez, elle est encore là.
Donc, ce n'est pas tant l'intelligence artificielle que ce qu'on en fait. Et puis, encore là, moi, dans mes travaux, je travaille avec des groupes qui sont marginalisés, qui utilisent l'intelligence artificielle pour s'autonomiser, pour renforcer leurs capacités. Donc, ça peut aussi donner des effets positifs. Mais il faut dissocier entre ce qu'est l'intelligence artificielle et sur laquelle, à la rigueur, c'est un outil, c'est une technologie, ce n'est pas une chose en soi, c'est ce qu'on en fait. Et c'est là-dessus qu'il faut réguler les usages. Et justement, bien prendre en compte quels sont les différents écosystèmes et réguler là-dessus. Ensuite de ça, par rapport à la nécessité de est-ce qu'on est en temps de pandémie, sachant que moi je crois à l'utilisation de la technologie dans un contexte positif, on est quand même encore. Je voulais quand même rappeler qu'on est en contexte de pandémie, c'est une crise humanitaire selon moi, il y a des inégalités en santé et on joue avec des données sensibles qui sont des données en santé. Et je crois fondamentalement au risque de précaution par rapport à ça. La pandémie n'est pas finie. De toute façon, l'application de traçage dans sa complexité, dans ce qu'elle apporte, on va y revenir parce que ça fait partie de la façon dont nos sociétés fonctionnent aussi. Déjà, on a la géolocalisation dans nos téléphones. Si je perds mon téléphone, je sais où est-ce qu'il est. Donc, on a déjà fait, dans nos habitudes, modifier nos choses. Donc, on va revenir sur les applications de traçage. Je ne suis pas sûre, comme citoyenne, et là, c'est plus la citoyenne que la chercheuse qui parle, que c'est tout à fait le momentum. Mais voilà, ce n'est que mon avis, il est personnel, mais le fait que ce soit des données sensibles et qu'on soit dans une crise humanitaire et qu'il y a des gens qui sont encore profondément impactés et peut-être que cet impact-là que ça a eu sur eux va affecter leur participation au débat public. Oui. Puis comme vous le soulignez aussi, il faut le souligner qu'il y a des populations marginalisées qui le sont doublement et dont les données, dont les algorithmes ne font qu'amplifier des biais qui sont déjà présents dans la société. Il nous reste quelques minutes et j'aimerais qu'on termine sur un peu de prospective et j'aimerais vous entendre donc les uns à la suite des autres là-dessus. On se place, par exemple, dans un an. Si on a bien fait nos devoirs en tant que société, d'un point de vue technologique, d'un point de vue éthique, d'un point de vue législatif, où est-ce qu'on va être? Où est-ce que vous souhaiteriez qu'on se retrouve dans un an si on a bien fait nos devoirs? Pas facile, celle-là. Hein? Oui, Yoshua. C'est relativement évident où est-ce qu'on veut tous être, c'est-à-dire dans une société où on a retrouvé la plus grande partie possible de nos libertés et on a limité les dégâts en termes de nombre de morts et de conséquences sur la santé des personnes. Et en même temps qu'on a fait ça d'une manière qui tient compte des groupes qui pourraient potentiellement être mal servis par la technologie, pour éviter justement soit une mauvaise utilisation ou une utilisation qui serait disproportionnellement à l'avantage des mieux nantis. Donc, par exemple, une des choses que moi j'avais proposé dès le début, c'était que les gouvernements pourraient carrément acheter des téléphones aux personnes âgées ou qui n'ont pas les moyens d'avoir les bons outils. Ça coûte très cher, mais bon, comparé à l'argent qu'ils mettent dans d'autres choses aujourd'hui avec la pandémie, c'est peut-être pas tant que ça. En fait, il y a des solutions technologiques beaucoup moins chères que ça. Il y a plusieurs pays qui sont en train de développer des dispositifs Bluetooth là, qui coûteraient genre 5 ou 10 $ chacun, qui permettraient de suivre les personnes âgées. Il y a une question sur les personnes âgées là, avec la même précision qu'on peut le faire pour les autres. Donc, il y a des choses auxquelles on doit commencer à réfléchir si on veut aller dans cette direction. La dernière chose que je veux dire, c'est important de parler des risques, c'est important de s'en prémunir. Mais mettons que je vous donne le choix suivant. Là, vous pouvez appuyer sur un bouton pour décider de déployer une technologie, puis il y a de l'incertitude. Mettons que ça a seulement une chance sur 4 de fonctionner. Puis si ça fonctionne, mettons qu'on vous a rassuré sur les dangers de vie privée, là, on a mis en place les barrières qui existent déjà dans la société, vous allez sauver des milliers de vies en appuyant sur ce bouton-là. Puis, ça se peut que ça ne marche pas. Donc, même une chance sur 2, 3 chances sur 4 que ça ne marche pas. Est-ce que vous appuyez quand même sur le bouton? C'est un classique problème du trolley, ça. Oui. On va se laisser avec cette question-là, Yoshua. Marie-Pascale, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter d'un point de vue de santé publique avec
l'arrivée de ces applications-là d'ici les prochains mois? Moi, je pense qu'effectivement, ce qu'on veut, c'est de retrouver une vie où on puisse retrouver nos libertés, puis où on puisse quand même avoir une certaine gestion du risque en lien avec une pandémie, parce que bon, on a la Covid-19, mais on sait quand même qu'on aura sûrement d'autres épidémies auxquelles on devra faire face. Je pense que ce qui est intéressant dans une année, là, c'est de voir un peu qu'est-ce qu'on aura appris, justement, un peu ce que je revenais sur mon histoire de laboratoire vivant, là, mais on a aussi proposé des projets à Ouvia pour réfléchir sur une façon de mieux intégrer les différentes personnes qui sont en lien justement avec le problème que l'on a actuellement, donc pour que ce soit beaucoup plus démocratique depuis le départ. Et moi, je serais vraiment intéressée, en tous les cas, qu'au cours de cette année, on apprenne beaucoup sur le processus d'amélioration de la manière dont on peut vraiment prendre en considération les différentes personnes qui sont impactées par ce type de, comment ça s'appelle, de mesures, qu'on comprenne avec elles ce qui leur fait peur et comment on peut y répondre. Donc, avoir vraiment une conversation beaucoup plus ouverte. Là, je pense que nos trois intervenants là, ont tous dit un peu cette chose-là, là, en disant que finalement, c'est important d'avoir un peu plus de transparence sur le débat public pour qu'on soit capable, dans un an, de se dire on a vraiment progressé en termes de société, dans notre façon de concevoir cette tension de liberté que l'on impacte d'une certaine façon pour pouvoir en gagner d'autres. Donc, on est un peu comme un trade-off là, et puis d'essayer de voir en tous les cas que ce trade-off soit le moins négatif sur sur nous-mêmes, quoi, et sur notre capacité d'avoir quand même un certain contrôle sur ce que l'on est et sur ce que l'on fait. Oui. Jocelyn McClure, comment on avance dans la prochaine année pour être le plus responsable possible en regard de l'éventuel déploiement de telles applications? Oui, avant de répondre, je dirais, bon, moi, j'ai fait partie de ceux qui ont soutenu qu'on avait un véritable impératif moral à tout faire ce qu'on pouvait pour protéger la vie des personnes les plus vulnérables, parce que le virus en frappe de façon très inégale et les personnes, bon, âgées, mais en particulier celles dont le système immunitaire est fragile, sont très vulnérables par rapport à la maladie. Il fallait faire tout ce qu'on pouvait collectivement pour tenter de les protéger. Le confinement assez rigoureux qu'on s'est imposé devait permettre ça et il l'a fait pour ceux qui étaient dans la communauté. Malheureusement, on a échoué du côté des CHSLD et autres résidences de longue durée. Et je pense que la priorité, c'est de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Et ça, ce n'est pas la technologie, d'abord avant tout, qui nous permet d'atteindre cet objectif. Mais par rapport à des applications de traçage numérique, je pense que les santé publiques doivent vraiment poursuivre leurs devoirs et décider ce dont ils ont besoin et travailler ensuite avec les développeurs de façon concertée et de façon transparente, là, que les décisions soient soumises et justifiées devant les citoyens et qu'une forme de gouvernance externe soit mise en place, c'est-à-dire que les commissions d'accès à l'information, d'autres mécanismes de suivi soient déployés pour s'assurer qu'on intervienne rapidement si on réalise que les applications, lorsqu'elles sont utilisées, créent des problèmes qui, au fond, font en sorte qu'on n'atteigne pas nos objectifs là, de santé publique. Donc, ce genre d'arrimage avec la santé publique et une forme sophistiquée de gouvernance qui permet un suivi là, des différentes dimensions. Je pense que ça pourrait être une des conditions de succès et faire en sorte que les systèmes soient interopérables, parce que ça pourrait nous aider à, par exemple, ouvrir les frontières d'abord entre les provinces canadiennes et s'il y a de l'infection, être capable de voir entre des citoyens des différentes provinces, d'avoir des données plus rapidement là-dessus et éventuellement favoriser l'ouverture des frontières à l'étranger aussi. Je vois que les applications bien conçues pourraient jouer un rôle positif là, pour retracer les cas d'infection. Merci beaucoup, Jocelyn. Karine, si on est responsable au cours de la prochaine année, selon vous, qu'est-ce qu'on aura fait? En fait, je vais faire le même type de réponse un peu que Jocelyn, c'est-à-dire qu'on aura mesuré, je suis stupéfaite par les impacts sociaux de la pandémie et comment est-ce que ça... Je travaille sur justement les impacts sociaux de la pandémie, ces temps-ci, j'ai une recherche qui est là-dessus. Et donc, de voir à quel point ça a eu des conséquences profondes sur les gens, ce que ça a laissé. C'est pour ça que je parle de crise humanitaire. Donc ça,
pour moi, c'est un élément d'être responsable pour éviter qu'on revienne à ça en cas de deuxième vague. Je dirais l'autre chose, c'est de consulter la société civile quand on veut déployer, désolé, je vais enfoncer les mêmes portes, mais de consulter la société civile quand on veut déployer des impacts technologiques, d'avoir tout un certain nombre de forums où on en parle. Ça peut se faire au niveau institutionnel, au niveau public, mais je pense qu'au niveau de la société civile aussi, qu'on organise des débats, qu'on fasse de l'éducation aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une histoire aussi de savoir sur quoi on est prêt à consentir, sur quoi on n'est pas prêt à consentir, donc de faire l'éducation populaire sur justement l'usage de la technologie en cas de pandémie. On sait un peu, on voit ce que ça a donné, donc c'est de faire ça. Vraiment très, très intéressant. Écoutez, j'en profite pour vous remercier tout simplement d'avoir pris le temps. Je sais que vous avez des horaires extrêmement chargés, chacun de votre côté, et donc chacun d'entre vous. Et donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir débattre de ça avec nous. Je suis persuadé que ça va se continuer et j'espère qu'on continuera de débattre de manière aussi brillante. C'était extrêmement intéressant de vous entendre sur ces questions-là. Yoshua Benjo, Marie-Pascale Paumé, Jocelyn Maclure, oui, et Karine Gentelet, merci infiniment et j'espère qu'on aura l'occasion d'en rediscuter très bientôt. Merci aussi à l'INM de nous avoir permis de réaliser cette discussion-là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.